Ouais, gros. Comment ça va, Ouais, monsieur? gros. À la Ça va, forme, les hein, gros. toujours. Yes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet. On me l'a suggéré par message sur LinkedIn. Non, pas sur LinkedIn, sur Instagram, par rapport au podcast. Quelqu'un qui m'a dit, les gars, il y a un sujet qui m'intéresserait de fou, c'est que vous parliez de votre expertise, notamment au niveau du fait de recruter une sales team, de manager, enfin une sales team et pas que d'ailleurs, recruter une team et manager une team en full remote. Parce que souvent, c'est un peu un enjeu où les gens, voilà, ils savent pas trop comment gérer des équipes à distance, comment vérifier le travail, comment faire en sorte d'avoir une team qui est soudée. Donc, toute cette thématique-là, elle est hyper intéressante. C'est notre expertise à chacun. Parce que je sais que toi, Massi, tu as monté des teams aussi à distance. Bat, on l'a fait déjà ensemble. Tu l'avais fait avant qu'on bosse ensemble et on le fait maintenant ensemble. Pareil, moi, je l'ai fait avant qu'on bosse ensemble et maintenant qu'on bosse ensemble. Donc, on a pu s'auto-influencer et s'influencer mutuellement avec nos best practices. Je sais pas si l'un de vous a une petite anecdote sur ça pour lancer. Et après, on peut Yes. envoyer du steak. En fait, quand on prend la comparaison d'avant, genre comment ils faisaient leur publicité, là, on parle vraiment de comment digitaliser un peu son entreprise et attirer des clients, etc. et comment manager une équipe en remote. Euh, donc, comment les personnes avant, il y a de ça 50 ans, faisaient pour attirer des personnes? Ils faisaient des publicités sur des journaux. Je sais pas si vous réalisez, les gars, donc il y avait un copywriting, truc, machin. Les campagnes publicitaires elles coûtaient des millions d'euros parce que c'était les plus gros journaux, etc. Moi, il y avait aussi des plus petits, plus nichés où c'était moins cher. Mais chaque campagne publicitaire coûtait extrêmement cher. Derrière, quel était l'impact? Comment on pouvait savoir l'impact de la publicité? En fait, on n'en avait strictement aucune idée. Et quand on voit le avant-après, aujourd'hui, on peut se permettre de cibler des personnes dans le monde entier, dans des régions précises, dans des pays précis, avec un langage qui est précis aussi. Derrière, on peut savoir quel a été l'impact en termes de rendez-vous, en termes de lead, en termes de cash collecté in fine via cette publicité, donc le ROS pur et brut. Derrière, on peut aussi faire du retargeting. Ça veut dire que les personnes, quand ils voient notre première pub, on peut les retargeter, adresser un nouveau message qui est cohérent avec le précédent. Avant, c'était impossible. On ne pouvait pas écrire deux publicités différentes sur deux journaux différents qui se suivaient. Et là, on a une énorme force de frappe comparé à avant. Pourtant, les mecs de la publicité avant, ils se démerdaient, ils faisaient énormément de cash. Donc, comment aujourd'hui, certaines entreprises n'arrivent pas à générer du cash, les gars? Dites-moi. Vas-y, William. Après, j'enchaîne. Alors, je pense que le marché, il s'est sophistiqué, complexifié aussi. Donc là, si tu prends le tout début des pubs Facebook, et toi, tu dois le savoir mieux que moi, parce que j'ai jamais fait directement de media buying, mais je sais que toi, tu es très chaud sur le sujet, Bat. Bah, si Avant, tu aussi, avais hein. tellement de tracking, et si aussi, évidemment. Tu avais tellement de tracking, parce que les datas, il n'y avait pas du tout cette notion de ma data, elle est privée, machin, où on te faisait chier, où tu avais la mise à jour iOS et tout, qui a encore foutu plus le bordel, où tu pouvais vraiment coller aux fesses de ton prospect et lui mettre exactement, enfin, le cibler au millimètre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que ça a été beaucoup plus compliqué dans un second temps. Donc, c'est là où le media buying devient un peu plus technique. C'est que tu pouvais beaucoup moins aller chercher de la granularité. Donc, tu reviens sur des méthodes qui étaient plus celles des journaux d'avant, où tu as ce pool de clients qui est moins précis et que tu essaies Non, de cibler. non, justement, c'est toujours aussi précis parce que tu peux faire du retargeting sur la page view de ton site internet et de ta base d'abonnés. C'est-à-dire que tu attires quelqu'un organiquement et derrière, la personne clique sur ton website ou n'importe quoi s'est abonné ou a regardé même 25 secondes de ton réel, tu peux le retargeter et c'est extrêmement précis. Ce que tu peux pas faire en revanche, c'est d'exploser tes ads sur un large public en choisissant la niche précisément avec des trucs. Enfin, tu peux, Ouais, mais c'est à c'est ça que beaucoup plus compliqué. c'est à ça que je pensais, parce que enfin, moi, je suis ça de loin. Encore une fois, mon expertise, c'est vraiment closing pur, management d'équipe. Je suis beaucoup moins dans le media buying. Donc, peut-être que je dis des conneries, les gars, et c'est vous les experts, donc n'hésitez pas à me reprendre là-dessus. Non, Où c'est justement, il y a eu intéressant, justement. cette Vas-y. évolution où, enfin, dans les échos que j'ai, tu vois, entre faire du media buy en 2017 où tu pouvais être très très précis dans le ciblage et faire du media buy aujourd'hui où tu peux avoir, enfin, tu as toujours la possibilité de faire du retargeting, mais sur les, comme tu dis, sur les intérêts, tout ça, quand tu vas cibler en broad, si je reprends les termes, c'est ça, on dit broad. Ouais, Broad. Mais en fait, Il y en fait, arrive, il s'est formé juste en étant avec nous. ouais, exact. Ouais, c'est ça, exactement.
Exactement, j'ai il jamais est fait une devenu campagne très de ma très vie. fort. De base, t'as pas fait de campagne marketing, t'as pas fait de message Faut préciser, marketing hein. ni de copywriting. Pourtant, il est plus chaud que 95% des personnes, tu vois. C'est Ouais. avec les clients quand on fait des reprises de VSL ou quoi, ils donnent des espèces de punchline, t'as pas idée. Et pour revenir sur le sujet des ads, ce qui est intéressant, c'est, tu sais, tu fais du broad ou des trucs un peu nichés, un peu précis, tu peux toujours. Mais derrière, après, tu fais en fait, tu attires beaucoup de personnes. Ceux qui sont intéressés, tu qualifies direct à mort au niveau de ton ads. Donc, si tu es coach, si tu es, je sais pas, maçon, etc., là, tu captes l'attention du prospect. Là, le prospect qui va se reconnaître. Donc, c'est comme quand tu sais, es dans un métro et tu vas dire, hey, tout le monde, écoutez-moi. VS, quand tu dis, est-ce qu'il y a un médecin dans le métro? Bah là, le médecin, il va se reconnaître, il va cliquer. Enfin, voilà, on a capté son attention. Là, c'est pareil avec les ads. Tu qualifies direct dans ta créative et ensuite, tu fais du retargeting jusqu'à ce que tu le signes, tu vois, et qui se prennent sur la base client. Tu l'as en CSV dans ta base client email. Tu donnes à Meta pour ne pas le retargeter. Donc ça, c'est des stratégies, voilà. Mais ce qui est vraiment la grosse différence entre avant et maintenant, au niveau de Meta Ads et tout, c'est au niveau de la LP et de la promesse. Où là, tu peux vraiment plus faire de la merde et tu peux te faire ban extrêmement rapidement et ça, faut faire attention. Ouais, je suis Mais d'accord. sinon, en termes de tracking, c'est énorme. Genre, littéralement, quand t'écrivais un journal, un message de publicité dans un journal, derrière, ok, bon, tu as plus de clients qui rentrent dans ton magasin, mais comment tu Tu mesures sais pas ça? si c'est les bons. Est-ce que tu as... Ouais, tu vois, est-ce que tu as un ROS? Tu t'en sais rien, quoi. Là, aujourd'hui, c'est extrêmement précis, En fait, notamment c'est avec des intéressant ce logiciels que tu dis. d'attribution. Et moi, je peux vous donner un peu de. J'ai vécu une transition, donc c'est marrant. Je peux le raconter un peu. Mon ancien patron était dans la PQR, une des plus grosses boîtes de PQR de France, dans le sud. Est-ce que tu peux PQR, définir presse PQR pour l'audience? quotidienne régionale. Voilà. Et donc, ce sujet des encarts publicitaires dans la presse, je les connais bien, bien. Ils ont vécu, en plus, lui, il a vécu la transition digitale, la totale, on a beaucoup parlé ensemble, etc. Il est un peu plus vieux que nous, évidemment, plus de 50 ans, etc. Mais que j'apprécie beaucoup. Et ben, il me racontait souvent qu'on a de la chance d'être maintenant. Parce qu'à l'époque, mine de rien, et pour souligner ce que dit Baptiste, il y avait deux sujets principaux. Ça ressemble à maintenant. Tu vois, on parle de digitalisation, mais on va en parler dans le sens global. Comment t'étais sexy avant? T'étais sexy quand on te connaissait. Comment tu te faisais connaître avant? Par des moyens de publicitaires traditionnels qui coûtaient une blinde. Soyons très clairs. Ils étaient donc plus chers, avec moins de tracking, et donc moins qualitatifs, mais par contre dans une concurrence qui était moins accrue qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le media buying? D'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de faire une transition recrutement media buying. La majorité des gens, ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient faire ça. Moi, je me rends compte que dans le monde du recrutement, ils vont encore sur Welcome to the Jungle, ils posent une offre. Il y a même des gens qui vont sur Indeed. Il y a même des gens qui vont sur Monster. S'il vous plaît. Il y a plein d'autres façons de faire du recrutement intéressant. On pourrait parler des HSL, Hiring Sales Funnel. C'est sous-exploité à souhait. C'est peut-être même une des meilleures manières de rentrer de la quantité. Et ça n'existe pas encore. Et il y a aussi l'Ads direct, comme le dit très bien Baptiste, qui permet d'hyper-targeter. Je trouve ça grave low. Mais si on regarde bien, je pense encore que 95% des boîtes, en vrai, elles recrutent sur la base de leur organique ou de leur réseau. Et c'est pas fou. Ouais. Ça ressemble un peu à l'époque, en fait. À l'époque, il y a plein de boîtes qui recrutaient, mais ils savaient pas comment. Donc, ils faisaient comment? Ils demandaient à quelqu'un, ouais, tu connais quelqu'un qui? Tu connais quelqu'un qui? Tu connais quelqu'un qui? On fait pareil avec les réseaux. Et quelques rares boîtes avaient compris qu'elles pouvaient faire autrement. Elles avaient tapé des encarts. Et maintenant, bah, t'as quelques rares boîtes qui ont compris qu'elles pouvaient le faire autrement et qui vont taper de l'ADS avec des funnels plus ou moins complexes, peu importe. Ok. Et je pense que les funnels de recrutement, nous, c'est ce qu'on a mis en place aussi, notamment pour des closers et des setters, parce que c'est ce qui te permet aussi d'avoir, si tu n'as que le Le choix volume. entre 10 candidats, bon, bah, forcément, sur les 10, tu n'as pas nécessairement une pépite, tu vois. Par contre, si tu as le choix entre 150 candidats, bah là, par effet statistique, tu vas forcément plus... Enfin, ça va être plus facile de trouver une perle rare ou quelqu'un qui sort du lot. Mais l'enjeu, c'est que tu dis, putain, si j'ai 150 candidats, je dois faire passer 150 entretiens. Mais le truc, c'est que tu vas pas faire passer 150 entretiens, c'est parce que tu vas avoir tout un funnel avec des Typeform, avec peut-être d'autres, des Google Forms si tu veux pas payer Typeform, tu vois, par exemple, où Même tu peux détaillé, mais vraiment on s'en arriver fout, à... quoi.
à ces systèmes de successifs de filtres qui vont te permettre de mettre ton annonce au bon endroit, avoir les bonnes personnes qui passent par ce tunnel-là. Dans le tunnel de recrutement, d'ailleurs, c'est tout un art de savoir poser les bonnes questions. Et pour moi, tu dois évaluer deux choses sur ton tunnel de recrutement. Tu dois évaluer la compétence métier de la personne, mais tu dois évaluer aussi le caractère de cette personne-là. Les traits fondamentaux selon les postes. Tu vois, par exemple, pour moi, en tant que closer, je préfère avoir un mec qui a un potentiel qui n'est pas encore exploité à 100%, genre qui n'a pas le top de l'expérience, mais qui humainement, tu vois, est au top et va avoir toutes les caractéristiques requises pour que je l'emmène au top niveau, versus avoir quelqu'un qui est déjà assez bon, tu vois, qui peut amener du résultat tout de suite, mais sur le long run, tu sais que, bah voilà, tu vois, par exemple, au niveau du team spirit, le mec, c'est vraiment full mercenaire, il va pas contribuer au fait d'élever la team, il a des traits de caractère qui ne seront pas compatibles avec le reste de l'équipe, on a un système de valeurs qui est pas du tout aligné. Je sais que ce recrutement-là, il peut avoir plus de conséquences négatives moyen long terme versus peut-être les quelques deals qu'il va pouvoir closer en plus sur le court terme. Donc, ces choses-là, tu vois, tu les prends en compte dans ton formulaire. Et comment tu les prends en compte? Parce que c'est sûrement une des questions que doivent se poser les gens quand ils mettent ça en place. Je mets des cas précis. Je dis, OK, dans cette situation, imaginons sur du closing, qu'est-ce que je peux dire? OK, ton client te dit qu'il doit y réfléchir. Quel est ton process à ce moment-là? A, je ne lui mets pas trop la pression parce que je ne veux pas être trop pushy, donc je préfère le laisser réfléchir tranquille et revenir vers lui plus tard. B, s'il me dit qu'il doit réfléchir, c'est que c'est sûrement un écran de fumée, donc je vais faire mon traitement d'objection et je veux vraiment aller au bout pour qu'il parte de cet appel, voilà, pour confirmer quelle est la véritable objection. 3, il part pas de cet appel sans avoir acheté, je vais pas le lâcher, il peut pas se partir d'ici sans avoir pris même le plus petit produit. Et 4, tu vois, en fait, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise Il y a que des réponse, tempéraments. mais c'est plus des tempéraments qui sont évalués. Parce que des fois, c'est trop obvious, c'est quoi la bonne chose à dire, tu vois. C'est quoi le politiquement correct à dire. Et ce que j'aime bien, c'est tourner les choses d'une façon où c'est pas évident quelle est la bonne réponse. Et du coup, tu vois sur des questions successives, ok, c'est quoi le caractère de cette personne-là, tu vois. Est-ce qu'il y a le côté compétiteur qui s'exprime? Ou est-ce qu'il y a plus le côté team player? Est-ce qu'il y a plus le côté J'aime bien. Je suis solo, je vais faire mon petit bonhomme je de fais chemin. juste qu'on m'en demande, tu vois, et je suis carré parce que voilà, j'ai mes propres limites, je pose mes limites, on soit ok, pourquoi pas. Versus, ouais, je suis là pour un résultat. Si ça doit me prendre 1 heure ou si ça doit me prendre 60 heures, bah, je vais chercher mon résultat, tu vois. Et tu vas évaluer un peu le tempérament de la personne et voir à qui tu as affaire. Mais pour ça, J'aime tu peux pas beaucoup. l'évaluer en 5 ou 6 questions, tu vois. Tu es obligé d'avoir Ouais, dans les typeforms qu'on fait. Déjà, tu vois, le fait qu'il aille j'allais au te bout du poser cette typeform, pour moi, c'est question-là. qualifié ou Il est disqualifiant. comment C'est votre que process complet si on le prend de la base, tu vois? Vous faites quoi? process complet. Alors, la dernière campagne de recrutement qu'on avait fait, bah, C'était pour c'était Yumi. d'ailleurs c'était pour Yumi en plus. On était dans l'urgence. Là, c'est particulier parce qu'on était dans l'urgence. Et je déteste être dans l'urgence pour un recrutement. Parce que Ouais, recruter dans pour vous l'urgence, donner un ordre d'idée, on avait 5 jours pour recruter 20 closers et qu'ils soient opérationnels. C'est-à-dire, on a c'était dû insane. C'était quelque passer chose. vraiment littéralement 2-3 jours à faire tout le recrutement et 2-3 jours pour les former de A à Z pour qu'ils soient opérationnels le jour du challenge. C'était tellement intense, c'était. Ouais. Donc ça sera pas représentatif du best process possible parce que tu as cette contrainte de temps qui fait que comme tu es dans l'urgence, tu dois faire un peu des concessions parfois et tu dois faire plus de paris sur certaines personnes versus quand tu as beaucoup plus le temps, c'est un peu moins un pari que tu vas faire parce que voilà, tu as eu le temps de faire passer tout le processus. Mais on va reprendre ce truc-là. Premièrement, donc nous en amont, on a établi un typeform. La question, c'est où est-ce que tu mets ce typeform? En général, moi, j'ai une grosse audience de closers parce que je suis coach dans une formation et que c'est un peu ce que je fais et que les gens, tu vois, savent que je peux être facteur d'opportunité. Donc, en général, j'ai pas mal de closers qui me suivent. Donc, je vais poster un appel à l'action en story, donc sur mon organique, pour rediriger vers le type. De là, je vais aussi demander à des personnes qui peuvent être des relais où ils ont des audiences de closers pour attirer ces personnes-là. Ce qu'on pourrait faire si on veut pousser le truc plus loin, ça serait de faire des campagnes de media buying. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin de le faire, mais je sais que bah, tu as largement les skills pour qu'on le fasse. Et on verra peut-être par la suite. Mais pour l'instant, en tout cas, notre organique a suffisamment de talent dedans pour qu'on puisse se permettre d'aller piocher dedans. Du Et coup, l'avantage aussi de petit l'organique, apprentissage, toujours prioriser l'organique si vous le pouvez. On est d'accord. ouais. Mais tu vois, Ouais. à contrario, quelqu'un qui a pas du tout de closer dans son audience ou qui est pas du tout dans cet écosystème-là, bah son organique aura moins de poids, tu vois, que Je une suis personne qui est d'accord. spécialisée. Ouais, mais Donc surtout, c'est là, c'était particulier parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir quelqu'un qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Eve, qu'on n'avait pas testé ou Full qu'on rush. n'avait pas pu collaborer avec lui pour un challenge aussi important avec le plus gros infopreneur du game.
et le former en si peu de temps avec nos process, notre manière de manager, notre manière de, tu vois, de faire. C'est pour ça que sur la moitié de la team, la moitié c'était déjà des closers qu'on connaissait. L'autre moitié c'était des recos qu'on a eu, plus des personnes qui ont répondu au type efficacement. Euh, je pense à, tu vois, des mecs comme Lilian qu'on a eu, c'est via Océane. Donc on connaissait déjà. Donc il y a ce côté transfert un peu de confiance. Donc eux, ils accèdent au type par ces personnes-là parce qu'on a dit à nos closers, OK, bah, vous pouvez les faire passer par le type. Donc ils passent quand même par le même process de recrutement. On a une quarantaine de questions sur le Typeform. Donc, on évalue, encore une fois, compétences métiers, avec qui ils ont travaillé, comment ils se comportent dans des situations données, pour avoir tu vois, un peu voir qui est-ce qu'on a affaire. Donc, avec des questions un peu dans le style que je t'ai donné, mais vraiment sur pas mal de situations différentes, pour évaluer leur maîtrise technique des outils aussi. Tu vois, on a toute une liste dans le Typeform où tous les logiciels possibles qui existent dans cet univers-là. Je connais pas du tout. Je suis familier avec cet outil-là, je le connais par cœur, etc. Comme ça, je vois sur la grille, ok, le mec, il sait peut-être pas se servir de TLDV, mais il utilisait Fathom juste avant, donc c'est un peu pareil, tu vois. Il saura utiliser un recorder d'appel. Pareil sur un CRM, bon, il n'était pas sur HubSpot, il était sur Close.io. Bon, bah, tu vois, il saura se servir du truc. Par contre, le mec qui a aucune maîtrise logicielle, ça peut rentrer en compte dans mon arbitrage parce qu'on sait que derrière, c'est beaucoup de temps que tu passes avec pour leur expliquer comment ça fonctionne. Et Dieu sait C'était qu'on. encore dans un contexte d'urgence en plus, là. Donc, c'était Ouais, donc, ouais. Et bah, on l'a vu, il y a un profil qui était vraiment intéressant sur la partie closing, mais sur la partie comme ça où c'était un peu short, on n'avait pas d'autre choix, donc je l'ai recruté. Bah, effectivement, si j'en avais eu 15 comme ça aurait été très chiant, et notamment côté Baptiste plus Jimmy, parce que tu passes beaucoup de temps à réexpliquer les choses. Mais bon, il passe par ce screening-là. À partir de là, moi, j'ai une liste de personnes. Je vais déterminer, selon les critères de réponse, lesquels je vais avoir en entretien. Pareil, parce Non, que tu vois, je vais pas. d'abord, avant de prendre l'entretien, tu demandes un loom. Ça, on l'avait fait Oui, pour le oui, non, mais ça recrutement fait avec Théo, partie du tu m'as type, dit. pardon, ça fait partie du type. Ok. C'est-à-dire que dans le process du type, à la fin, je vais leur demander une vidéo de 2 minutes pour s'introduire et se présenter et voir leur pertinence par rapport à ce que je leur demande. Et t'es en mode Pourquoi? question évasive et tu leur laisses le libre cours à leur façon Exactement, de faire. On est d'accord, ok. exactement, exactement. Bon, Pourquoi? Parce important. que ça va me permettre de voir plusieurs choses. Déjà, on est sur du closing, on est sur de la vente. Donc, le mec, il peut répondre bien à toutes les questions, mais si quand il prend la parole, c'est une catastrophe, je vais pas lui mettre des clients en face. Donc, je vais évaluer la qualité de sa prise de parole. Euh, je vais évaluer aussi donc comment il construit sa pensée. Donc, qu'est-ce qu'il me partage, tu vois, et tout de suite, en 2 minutes, je vais avoir un aperçu sur le potentiel commercial de la personne. Encore une fois, là, je parle pour un recrutement sur du closing. Ça serait différent si j'avais un dev, tu vois, par exemple. Le dev, je m'en fous qu'il présente bien. Et je veux juste qu'il soit bon dans son domaine. Donc, j'aurais peut-être modifié un peu mon approche par rapport à qui est-ce que je cherche à recruter. Mais là, c'est de la vente, il va parler à des clients. Donc, comment il parle va être déterminant dans est-ce qu'il va avoir le truc au bout. Une fois que j'ai eu ça, ça me permet de refiltrer une deuxième fois. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai beaucoup moins de profils que je vais avoir en entretien. Là, je vais définir des entretiens individuels qui vont être assez courts, encore une fois, pour pouvoir avoir pas mal de personnes. En 15 minutes, j'estime que je peux déjà me faire une petite idée de la personne que j'ai en face de moi, tu vois. Et en général, s'il y a un bon human fit et que la personne, je la sens bien, je termine de valider ça en la mettant sur le terrain sur une petite période d'essai. Je réécoute ses premiers appels et là, je vais assez facilement savoir si elle continue avec moi ou pas. C'est L'erreur clair. à ne pas faire, c'est de garder trop longtemps les personnes sur la période d'essai en se disant tiens, ça va finir par le faire, il est quand même cool et tout, parce que plus le temps passe, plus tu t'attaches, plus ça devient difficile de te séparer de la personne. Plus le temps où vous êtes ensemble est assez court, plus c'est facile de remercier une personne. Et aussi, ce qui est super important, c'est que dans toutes les phases de recrutement, tu vas poser des standards. Ça veut dire à l'issue, tu vois, par exemple, de la validation de OK, on va faire une période d'essai ensemble, la période d'essai, c'est 10 calls, par exemple. Sur les 10 calls, si tu n'as pas fait 2 clauses, ça sera malheureusement, tu vois, éliminatoire. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise et ça te facilite le fait de lui dire non plutôt que de rester sur des peut-être. Et à la Intéressant. limite, tu vois, si le mec, il a fait que un close, mais tu sens qu'il y a vraiment, tu vois, il a été bon sur le reste, sur les calls, la prise en charge est nickel, il respecte bien l'approche que tu veux, bah là, effectivement, tu peux prolonger un peu la période d'essai. Mais si tu vois le mec, il fait les 10 calls et sur les 10 calls, tu sens que ouais, c'était moyen, bon, bah, voilà, tu sais, voilà, on avait dit qu'il y avait 2 clauses à faire, tu les as pas fait, ciao. Et Ok. tu fais ça proprement et c'était clair dès le Tu démarrage regardes et le il n'y a pas de potentiel de frustration de côté de développement l'autre. pour prendre une décision fatidique. Exactement, ouais. Ok. Exactement. Mais là, Parce tu qu'avec parles de. l'expérience, dans le meilleur Désolé des de. cas, là, c'est pas par rapport à Yomi, parce que là, on n'a pas eu le temps de faire ça avec Yomi. Ouais, bien Mais Non, non, sûr, dans non, bien il sûr. parle l'idéal, c'est ce dans que je un préfère cas faire. global. Ouais, voilà, dans l'idéal. Bien sûr. Et on a dû en faire pas mal de recrutement. Mais là, tu parles du coup de recrutement. Maintenant, la question que je te pose, c'est comment tu vas placer une équipe que tu manages de base en présentiel, comment tu vas la digitaliser et comment tu vas la manager en remote. Yes. Ok. Et je vous La pose la next step. question à tous les deux.
Ok. Et bah écoute, est-ce que je laisse la parole à Massy parce que j'ai bien enchaîné là depuis tout à l'heure. Est-ce que Massy Vas-y, t'enchaînes si sur tu ça et veux. après je donne mon Allez, petit vas-y. conseil. Allez. Allez, vas-y, à toi de jouer. Déjà, félicitations, c'est un très bon process de recrutement. Rien d'étonnant pour tous ceux qui nous ont déjà écoutés par le passé. William, c'est notre philosophe, psychologue le plus avancé parmi nous trois. Et pour le coup, il est très bon là-dedans. Donc, ça fait plaisir à entendre. J'aurais rajouté juste un élément. Mais c'est pas propice au closing, donc c'est différent. Euh, on a le droit d'avoir une équipe qui n'a pas forcément les mêmes attributs. Parce que là, on a parlé du truc en macro, mais si on rentre dans le micro, il est intéressant d'en fait construire une équipe avec des atypismes différents pour justement avoir des closings ou des passes qui peuvent se faire entre ces équipes si on parle de l'univers sales. Parce qu'un Massy peut closer un certain profil psychologique avec facilité, un William peut en closer un autre, un Baptiste un autre. Et c'est pour ça que si on parle de constituer des équipes, je pense que c'est intéressant de comprendre que les meilleures équipes, elles sont souvent très éclectiques sur leur profil. Et je voulais juste rajouter ça parce que c'était important, je trouve. Et je prolonge juste sur ce que tu dis parce que effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas précisé. Je recrute pas le même closer selon la niche pour laquelle je recrute. Ça veut dire que c'est pas un closer, il n'est pas fondamentalement bon parce qu'il est closer. Il y en a certains, mais c'est en général. Je te donne un exemple. Imaginons que j'ai un profil qui est très bon closer sur une niche, par exemple du sport, parce que tu vois, c'est quelque chose qui a fondamentalement un vrai intérêt pour ça et tu vois, il a une proximité avec le sport. Si je le mets avec un de mes infopreneurs qui est dans le fitness, perte de poids, tout ça, ça va hyper bien fitter. Par contre, je le mets sur le fait de closer des agences, il est beaucoup moins légitime aussi. Donc, il y a non seulement la compétence qui est évaluée, mais la pertinence par rapport à la niche sur laquelle il va closer. Ça, c'est un vrai critère qui est pris en compte dans le Typeform et qui est pris en compte aussi lors de l'entretien, parce que la question que je vais lui poser, c'est quelle est un peu ta pertinence par rapport à cette niche-là? Quelle est ton expérience là-dedans? Et je vais Ouais. vraiment chercher à creuser pour avoir ce côté-là où euh, faut que, tu vois, pareil, imaginons, je prends la perte de poids. Je te donne un truc très classique. Je prends la perte de poids, le mec, il a jamais fait de sport de sa vie, il en a rien à foutre, il va au KFC tous les jours. Bon, bah, est-ce qu'il est pertinent pour avoir des personnes en face qui vont être dans cette optique-là? Même l'image Pas renvoyée, c'est forcément. pas forcément celle qui Pas est souhaitée forcément, au tu vois, il y a final. un décalage. Ouais, il y a un décalage. Ouais, je comprends. Par contre, il pourrait être très bon sur une niche de créer ton business ou autre. Donc, faut qu'il y ait un alignement aussi sur l'infopreneur pour lequel tu recrutes. Ouais. Du coup, ça fait qu'on a besoin d'avoir un market fit, un human fit et un. Bon, t'as hard skills fit, soft skills Culture fit. fit et culture fit. Voilà. Ouais. Exactement. C'est intéressant. Et Très cool. je te laisse continuer. Bon, bah, on la part belle, du coup. Pour la suite, comment je fais opérer des personnes en remote, à distance, qui ne connaissent pas, qui se voient pas? La question, c'est, Toi, en fait, tu Massy, as déjà tes équipes. Là, tu as déjà fait Ouais. le recrutement, tu as déjà C'est quoi la les suite? équipes qui. Comment on les manage Voilà. alors? parce que Aujourd'hui, toi, comment tu les manages et comment tu les passes en remote? Ok. parce que là, le William? truc, c'est que nous, avec Bats, on a, enfin, j'ai constitué tout l'écosystème directement en remote. Toi, comme tu as été chez Publicis avant, je sais pas si tu as eu cette phase où tu les as eu en live, peut-être avec le Covid et Ah, tout. Je moi, sais pas j'ai si à fait ce du moment-là, tu étais physique. encore avec eux. Moi, j'ai fait du Et physique, ouais. transition vers le physique vers digital. Et J'ai comme ça, fait nous, après, on pourra physique, parler du digital hybride et only. 100% remote, donc on peut en parler si vous souhaitez. Et ben C'est vas-y, trois c'est contextes super différents. intéressant. Euh, Avantage inconvénient, on fait un petit VS rapide parce que je pense que ça permet d'exploiter le sujet dans son ensemble et de le traiter rapidos. Le remote présentiel, avantage très clair sur le temps de présence, la capacité, mine de rien, à avoir des équipes qui sont dans l'obligation, qu'elles le veuillent ou non, d'être dans la productivité parce que ça se voit. Quand tu es sur ton téléphone à la maison, ça se voit pas, etc. Donc, c'est des sujets dont on doit parler, ce qui n'est pas dérangeant, d'accord? Euh, Inconvénient, bah justement, présence excessive, sentiment de liberté peut-être un petit peu plus amoindri, et parfois, tu peux avoir des profils qui sont pas à l'aise avec l'évolution, on va dire, je dirais n'importe quoi dans un open space, tu vois, surtout sur une team sales, d'autres qui, pour le coup, elles, ça les transcende. Côté l'autre Wall Street, ils sont chauds, ils ont envie, quoi. Ça te donne la compète. Et donc, je dirais qu'il faut apprendre à faire un hybride. Moi, je dirais que chaque talent doit être exploité à son plein potentiel et qu'en fait, une entreprise aujourd'hui, elle doit pas être trop silotée. Ça n'empêche pas qu'il faut se voir aussi de temps en temps si on en a la possibilité, c'est une bonne chose. Parce que mine de rien, ça soude des émotions. Par exemple, moi, peut-être qu'on vient bientôt en France, donc forcément, je vais venir voir William. C'est logique, en fait, parce que c'est pas pareil. Mais on n'est pas obligé d'être dans l'excès ou dans la circonstance. Je pense que le truc à se poser comme question ensuite sur le côté hybride, bah, l'avantage, c'est justement ça. On peut calibrer une équipe en fonction de ses atouts. Et sur le côté remote, parfois, tu es peut-être plus attractif à un instant T, quoique maintenant, il commence à y avoir un nouveau mood
où les gens cherchent justement plus de l'hybride que du remote pur, après avoir exploité. Pourquoi? Parce que y en a qui ont des conditions où le remote est super intéressant. Moi, par exemple, je travaille en remote. Mais j'ai des conditions personnelles qui me permettent de travailler d'une manière optimale et d'être très agréable. Inversement, si tu es dans, je sais pas, 10 mètres carrés à Paname, peut-être que le remote, c'est pas ouf. Et que tu finis vite par péter un boulon et que tu as envie de sortir. Donc, encore une fois de plus, pour moi, la meilleure solution, c'est celle c'est l'entreprise qui fait plus preuve d'agilité aujourd'hui, qui est capable de s'adapter à du multiprofil et d'avoir surtout des managers, et ça, c'est très compliqué, j'ai l'impression, en tout cas pour l'ancienne génération, qui sont à l'acceptation en fait, c'est pas pareil pour tout le monde. Je vois pas pourquoi on va instaurer une démocratie structurelle et culturelle dans une entreprise. Je suis pas fan. Culturellement, sur les sanctions, sur les récompenses, sur le respect, etc., oui. Maintenant, dans l'organisation, j'ai envie d'être de ces entrepreneurs, de ces managers qui ont envie de laisser libre cours, en fait, à l'organisation de tout à chacun. Par exemple, un dev qui a envie de bosser à 4 heures du matin parce qu'il est plus productif, je vois pas pourquoi on le ferait bosser à 8 heures parce qu'il l'est pas. Pour un sales qui est plus productif à une heure particulière, pourquoi pas? Du moment que dans l'équipe, ça s'incorpore, encore une fois de plus. Et je vois plutôt le management comme ça, si on doit simplifier déjà pour dégrossir. Après, je dirais comment on manage. Ouais, et j'ai l'impression que c'est une grosse difficulté rencontrée aujourd'hui. Un manager qui a l'habitude d'avoir ses why qui sont là, tu vois, Voilà. il les voit, il est depuis son bureau et il Le peut contrôle. aller mettre une petite tape sur l'épaule. En fait, je pense que l'illusion du contrôle qui opère ici est complètement ensuite désintégrée par le fait d'être tout seul devant son ordi. Le manager, il est là, il fait bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en prendrais pas un ou deux en visio, tu vois? Et en fait, je pense qu'il y a un peu un sentiment de panique pour le manager qui remet en question des fois son taf. Je caricature, hein, il y a peut-être des managers qui fonctionnent très bien, Oui. mais il y a, je pense, un peu ce côté où il y a cette impression peut-être de moins maîtriser et qui les pousse à retrouver les gens dans un espace pour avoir l'illusion de mieux faire son travail. Or, le travail du manager, c'est quoi? C'est harmoniser les équipes et faire en sorte que la productivité du groupe et de l'ensemble soit améliorée. Faire en sorte que les tâches soient remplies et rendues en temps et en heure. Bah, Ah, En fait, Vas-y. ouais, Massi, je sens qu'il est prêt à bondir. J'ai Vas-y. une petite subtilité à insérer là-dessus. Ayant connu ce management de proximité par le passé, etc., avec plein de profils d'ailleurs, très intéressants tous autant et avec certains avantages et inconvénients pour d'autres, j'aurais tendance à dire une chose. Par contre, j'ai un problème avec les managers qui ne font pas preuve d'exemplarité. Ouais. Je peux pas respecter un manager qui ne prouve pas qu'il sait faire. Ouais, ça, je suis d'accord. Et 95% des boîtes à l'ancienne, ce qui se passe, c'est que c'est un manager qui est, en fait, à qui on a décorrélé la partie exécution à 100%. J'ai pas dit qu'il devait faire que ça. J'ai dit qu'au moins 10% de son temps, il devrait être capable d'être dans la prouvence, à minima. Juste pour dire aux autres, si je te donne un conseil, tu devrais mieux l'écouter quand Bien même, sûr, ouais. parce que je le fais pour toi. C'est la légitimité. En fait, c'est dur, surtout comment ça va se passer la plupart du temps et comment un mauvais manager va émerger. C'est qu'un mauvais manager, il va sûrement être assez mauvais sur l'opérationnel pur, ou alors peut-être qu'il n'a jamais fait l'opérationnel pur, tu vois, type il sort d'école, on le met directement manager, le mec il n'a jamais fait la tâche pour laquelle il manage les gens, donc il y a une distance qui se crée entre non mais toi t'es qui pour me donner des conseils. Ouais. Et du coup, il va y avoir une animosité qui va être créée. Pour contrer cette animosité, l'autre et asseoir son autorité, il va jouer sur de la peur et de la sanction, ce qui est la pire chose à faire, au lieu de jouer sur de l'humilité. Ouais. Et du coup, ça va alimenter, tu vois, ce qu'on appellerait aujourd'hui un management toxique. Euh, et du coup, la personne, tu vois, c'est ni bon pour le manager, ni bon pour le manager. Oui. Donc, je suis d'accord D'ailleurs, avec toi, il faut réussir à prouver, même si c'est différent. vas-y. Manager, et je termine juste sur ce point-là. J'ai des closers aujourd'hui qui veulent devenir manager, et tu vois, tant mieux, c'est un souhait qui est louable. Mais par contre, il faut réussir à bien différencier le travail du closer et le travail du manager, du sales manager, c'est deux tafs très différents. complètement Donc, différent. tu peux avoir un excellent manager qui a un closer moyen, tu pourras jamais avoir un Moyen. excellent manager qui a un très mauvais closer. Il peut être genre moyen plus, tu vois. Mais tu peux aussi avoir d'excellents closers qui sont de très mauvais managers. Je donne l'exemple Oui. d'un closer qu'on a qui close super bien, pour le coup, très fort sur les follow-up et tout, taux de conversion de fou furieux. Par contre, les process, c'est une catastrophe. Et je lui dis, quand tu vas passer manager, c'est que des process. Donc, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Parce que là, tu détestes faire ton Google Sheet, tu vas devoir gérer le Google Sheet de X personnes. Tu vas devoir gérer le CRM de X personnes. Donc, il faut être Ouais, Et tu c'est vas conscient faire des ça, aussi rapports. les tâches sont complètement différentes. Et Ah pour oui, rebondir sur le fait qu'un manager doit faire en sorte
que toutes ces équipes soient productives, en fait, ce qu'il faut juste, si la personne a peur que ses équipes ne soient pas productives, c'est qu'il n'y a pas d'alignement d'intérêt avec ses propres équipes. Exactement. Parce qu'en fait, si la personne a peur, c'est juste qu'elle n'a pas suffisamment bien recruté, je dirais. Et que l'environnement de travail ne correspond pas aussi, tu vois. Parce que Et après, nous, comment on fonctionne quand on va recruter des sales teams et qu'on va se plugger sur des business, c'est vraiment, on va prioriser avant tout la cohésion d'équipe et de créer cette dynamique où tout le monde se sent vraiment à sa place. Tout le monde a son mot à dire, on l'écoute vraiment. Certains closers nous font aussi des retours niveau marketing. Ah, j'ai ce prospect qui me dit ça, etc. Là, il y a une incohérence au niveau du message marketing. Ok, bon, on va prendre ton feedback et on va modifier le message marketing. Donc, en fait, ils interviennent et ils le sentent. Derrière, quand on a une proposition d'un nouveau produit, d'ajouter ça ou n'importe quoi, ben, on va le faire, on va l'écouter. La dernière fois, c'était quoi? C'est une personne qui voulait juste récupérer son e-book. La seteuse m'a demandé, bon, ben, cette personne-là. Ah non, non, c'était pas ça. C'était une personne qui ne parlait pas français. Je suis allé regarder, j'ai pris son email, je regarde sur mon logiciel d'attribution d'où vient ce lead. Ok, bon, bah, il vient de la Pmax sur Google, pour ceux qui connaissent. Ok, bah, quels sont les ajustements qu'on va faire? On va vérifier que les langues elles soient bien mises correctement, qu'on cible le bon pays. Donc toujours, en fait, qu'ils se sentent Considéré et respecté. considérés. écouter, respecter, Exactement. considérer, ouais. Avec Pour de vrai. un alignement d'intérêt vraiment respectable. Ouais. Et ça, c'est super important. Et la plupart du temps, ce qui fait tu vois, la plupart des personnes, elles quittent pas une boîte et quittent un mauvais manager. C'est ça. Souvent, les démissions, c'est pas la personne, elle quitte pas fondamentalement la boîte, elle quitte la direction qu'elle avait à travers cette boîte, les personnes qui étaient au-dessus d'elle. Et c'est comme ça que tu perds aussi d'excellents talents. Parce que t'as pas permis à la personne de se sentir considérée et respectée, donc ça passe par la paye, mais pas que. Tu vois, Non, il y a c'est pas ça. savoir mettre les bonnes primes, etc. Bien sûr, ça va avoir un impact. Mais je pense aujourd'hui, si tu poses la question à une personne où elle peut gagner, je te dis une connerie, tu vois, 500 euros de plus, mais dans un environnement qui est hyper relou, où tu vois, elle se sent sous pression, elle est stressée tout le temps, versus elle gagne 500 euros de moins, mais elle est hyper alignée, elle kiffe les collègues, la culture de boîte, le produit qu'elle vend et tout. La plupart des gens, au final, vont plutôt Choisir choisir le cette bien-être. option-là. Ouais. Et je dirais, tu auras quand même 20% de personnes qui vont être prêtes à souffrir pour 500 balles de plus, mais la plupart des gens vont se dire non, je m'en fous des 500 balles, je veux juste me sentir bien tous les jours, tu vois, et si je dois faire ça pour les 5 prochaines années, bah, pour 500 balles par mois, je prends pas ce deal, tu vois. Donc, être vigilant sur ça, c'est De pas toute façon, que l'argent, mais c'est important quand même. en fait, un bon manager, c'est cool. On a parlé beaucoup de la partie performance, mais c'est aussi beaucoup d'humain surtout. Et avant tout, c'est de l'empathie, c'est de l'émotionnel, c'est de la prise de recul. Faut pas réagir à chaud. Enfin, c'est apprendre à absorber sans déborder et à être capable aussi de prendre beaucoup plus de recul, de faire preuve de beaucoup plus de maturité que la majorité. Parce qu'en fait, un manager se doit d'être mature. C'est comme des enfants, ils t'envoient leurs émotions, tes équipes. Il faut pas qu'elles perturbent les tiennes. C'est très important. Ça s'apprend. Moi, avant, j'étais très impulsif, on peut dire ça comme ça. Et j'avais d'autres complexités que j'ai appris à gérer avec le temps. Je te Et vois pas on reste impulsif. qu'on est. Tu Ah ouais. sais, là, t'es là, J'arrive à l'imaginer, moi, Massi. bah, il est plutôt calme, tu vois. Il parle Ah, doucement, il prend le temps, il est souriant. je suis un bon politicien maintenant. J'ai trop fait de management. Non, mais je l'imagine. Moi, je vois le Massi qui peut péter un plomb. Tu vois, genre, Ouais. j'imagine assez facilement le Massi qui pète un plomb, comment tu peux exploser avec de la frustration, ou surtout, moi, là où je t'imagine facilement péter un cap, c'est quand tu as des gens incompétents en face de toi. Je pense que c'est un truc qui te trigger pas mal. Avec le temps, j'ai appris une chose, c'est que dès que c'est incompétent, faut couper la tête. Mais moi, ce que je Rapidos. comprends pas, Massi, c'est que quand on s'est eu en appel la toute première fois, tu nous as dit, moi, je m'en fous de recruter des talents. Ce que je veux, c'est des personnes. En fait, c'est un SOP ultra clair, ou même une personne complètement débutante. Ben, en fait, je la fais monter et là, à ce moment-là, elle deviendra Théoriquement. compétente. C'est-à-dire que tu as une Allez. phase énorme où la personne est incompétente, tu l'as devant tes yeux, tu la manages, tu vois. Vas-y. Non, c'est un peu Je te laisse, différent. Théorique, et c'est très intéressant, putain. Wow. Il vient bien cet épisode. Dans le temps, je peux déborder, ne vous inquiétez pas. Alors, en gros, théoriquement, donc comme ça, je donne le contexte dans lequel j'ai ma façon de penser, donc ma philosophie du recrutement, c'est, je veux qu'un nobody
le plus gros des PNJ de ce game, il puisse pratiquer l'expertise que j'ai besoin qu'il pratique. Maintenant, dans l'exécution, je ne vais pas aller chercher un PNJ, mais je vais avoir tellement prêt tout structuré que mon seul focus en recrutement et pendant la partie managériale, ce ne sont plus ni mes process, ni même la compétence en soi, c'est plutôt quelle est la courbe de progression de cette personne sur le plus court laps de temps possible, qu'elle soit plus bonne ou plus mauvaise. Ça me permet en fait d'avoir un focus uniquement sur la personne. Si je suis pas très convaincu à 1000% que même un PNJ pourrait faire ce que je demande, l'erreur peut venir de moi. Et si l'erreur peut venir de moi, je ne peux pas dire barre-toi. C'est fini, tu n'as pas atteint les KPI. Me connaissant du coup, par rapport à mon tempérament, encore une fois de plus, il y a plusieurs façons d'avoir un leadership. Tu as des leaders avec des profils psychologiques différents. On pourra faire un épisode là-dessus, tiens, le prochain. Mais on peut avoir plein de trucs là-dessus qui peuvent être assez précis. Moi, je vais avoir cette tendance à vouloir être... déjà, je le veux pas, je le suis assez naturellement. Je suis fédérateur, c'est très positif. Donc, quand ça va bien, tout va bien de manière exacerbée. Inversement, et heureusement qu'il y a mon épouse pour ça, qui est aussi mon associé, hein, je le rappelle pour ceux qui découvrent cet épisode. Si ça va pas, ça va pas. Pas bien du tout. Je mets pas de forme. Politiquement, je les mets, mais le message, comment tu vas le ressentir émotionnellement, ça fait mal. Et donc, je peux avoir cette tendance à frustrer des équipes. Donc, pour pas le faire, ce que je fais, c'est que maintenant je me connais, je mets ma femme sur le sujet, tu vois, c'est mieux. Quand ça va pas, moi, je prends du recul. Parce que je vais être un peu trop dur. Je suis très obstiné, je suis peut-être un peu excessif. Enfin, je pars du principe qu'un bon CEO, de toute façon, c'est en général quelqu'un qui a des excès. Ah Je dois pas ouais, les mais on gommer. parlait d'équilibre et justement de déséquilibre, c'est exactement ça. Mais il faut savoir être dur comme il faut savoir récompenser quand il le mérite, tu vois. Par Pour moi, contre, c'est ouais. ça, Et c'est ma les femme le deux. fait avec beaucoup de diplomatie. Tu vois, je sais que William est très bon diplomate. Je le sens. Et Et je quand sais que il lui, engueule, il pourrait sincèrement, non manager mais quand ça va attends, pas. quand il dit quelque chose, enfin quand ça va vraiment pas, il sait très très bien le dire et je pense que tu te prends un Et c'est espèce ça. de coup. Il est très diplomate. Mais il est très bon. En fait, il sait faire passer le bon message avec l'émotion, même si l'émotion est surexagérée. Moi, c'est l'inverse. Tu vas avoir un surplus d'émotions et parfois, je vais peut-être galvauder légèrement le message si c'est dans la négativité. Parce que je vais avoir cette tendance à aller de A à Z. Vous me connaissez maintenant, vous deux. J'aime pas trop faire baisser des EFG. C'est un truc qui me fait perdre du temps. Donc, moi, je vais te donner le message j'aide. Et puis, si tu comprends pas le chemin, je m'en fous. Donc, Hmm. plutôt que dans la négativité, c'est très négatif de faire ça. Donc, faut pas que je le fasse. C'est pour ça qu'après, j'étais très bon top manager. On pourra parler de ce sujet peut-être la prochaine fois entre la différence entre un middle manager et un top manager. Je suis très bon, très très bon top manager. Parce qu'avec un manager, tu peux être très direct. Et en middle management, je vais avoir des complexités où j'ai appris à le faire. Là, c'est facile, je le dis, on dirait que c'est pas du tout moi. Parce que oui, je sais le faire. Mais c'est là où moi, justement, ma personnalité, elle avait besoin de beaucoup de travail. Donc de gommer toutes ces aspérités quand les choses ne vont pas comme j'ai envie qu'elles aillent. Parce que j'ai un Hmm. côté obsessionnel du contrôle. Juste pour clarifier, middle management, c'est quand tu as du coup un manager au-dessus de toi qui te dit quoi faire, entre Exactement. guillemets, qui te donne Top management, des... board member ou autre. Mais après, dans des sociétés plus complexes, tu as des top managers qui ont quand même des top managers. Tu vois. C'est pour plus tard. Ouais. Ouais, ça va dépendre le nombre de personnes qu'il y a dans la structure. Et ouais, plus l'entreprise elle grandit, grossit, plus elle se complexifie, plus tu as des managers de managers, des managers de managers de managers, et, etc. Ok, ouais, hyper intéressant. Hyper intéressant. Là, je pense que pour la plupart des personnes qui écoutent ce podcast, ceux qui sont entrepreneurs en tout cas, on va avoir des structures où il y aura peut-être pas des managers, deux managers, deux managers. Tu vois, je pense qu'il y aura Non, peut-être on sera avec une du personne top max. Tu vois. intermédiaire et un top, où il y aura directement la personne qui manage ses équipes. Tu vois, si on prend des infopreneurs classiques ou si on prend même des personnes qui ont des agences. Qu'est-ce qui, selon toi, je pense que ça peut intéresser les gens. Là, si on devait, tu vois, on va essayer de créer le manager parfait, entre guillemets, en tout cas à travers le prisme de notre expérience, et le pire manager possible, tu vois, pour créer ce contraste. Je vous propose qu'on commence par le pire, parce que ça peut être assez drôle. Là, Je suis sûr imaginons que que je doive, Baptiste, il le connaît. Il l'a dans sa tête, là. Je le vois. on va donner des caractéristiques, tu vois, et un mauvais manager, si je commence avec une caractéristique, après à vous d'enchaîner. Pour moi, un mauvais manager, c'est quelqu'un qui
un déficit d'empathie. Pour moi, tu peux pas être un bon manager et ne pas Ouais. avoir une empathie, enfin une vraie empathie, tu vois, où tu arrives à faire ressentir avec les personnes que tu les comprends et que tu as envie de les aider. Si tu es le manager tableur Excel, pour moi, tu es le profil de manager où, tu sais, où tu vois tout par le prisme de la data pure et dure. Tu es le manager qu'on va avoir envie de détester. Et si on te déteste, on peut pas te respecter. Si on te respecte pas, ça va être dur de Tout collaborer et cool. d'avoir des synergies positives. Putain, ça y est, j'ai dit Ok. synergie. Ah non, une Pour atmosphère, moi, voilà. pour moi, c'est quelqu'un, Ok. comme l'a dit Mathis juste au tout début, c'est quelqu'un qui ne sait pas donner l'exemple. Et pour donner l'exemple, il y a plusieurs moyens. Tu peux le faire au tout début, où là, tu construis la team et tout, tu es vraiment avec eux. Et là, tu donnes l'exemple par exemple, si on prend une sales team, tu es au front avec eux et tu fais des calls, tu coaches des personnes, tu fais des réécoutes de tes propres appels pour coacher les suivantes. Euh, Pareil dans le process, tu fais toutes les automatisations, tu gères tous les bugs, tu es présent pour les équipes. Et au fur et à mesure du temps, tu as d'autres responsabilités, tu es sur d'autres projets, t'as pas mal de trucs à faire. Donc, tu peux te permettre de prendre du recul et de revenir une fois par mois où tu remontes ta présence, tu remontes sur le front. Pour moi, c'est ça, c'est l'idée par l'exemple. En tout cas, en premier lieu, et ensuite laisser respirer. Et dès que ça va mal, ou dès qu'il y a une petite baisse, bon, bah là, tu reprends du service. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. 100% d'accord, parce que je vais devoir trouver pour maintenant continuer sur cette très belle lancée, parce que là, vous me laissez la Pense, balle dans mon pense à des camp. traits de caractère, J'en ai des. sinon. J'en ai une. Ça y est. Vas-y. Très mauvais manager, il dit tout le temps je. Un très bon manager, il dit tout le temps nous. Et j'irai un peu plus Ouais. loin. Comment je pourrais exprimer ça de manière impactante pour faire plaisir à l'auditoire. Euh, un très bon manager, il s'approprie le mérite. Il s'approprie aucun mérite, et un très mauvais manager s'approprie le mérite des autres. Exactement. Et tu sais, ça me fait penser, j'avais fait, je crois, il y a un moment, une vidéo sur ça où je différenciais le boss du leader. Tu vois, il y a pas mal de trucs qu'on est en train de dire qui me font Ouais, le repenser à petit cette. chef, quoi. Ouais, Celui le qui petit chef. Le se... petit chef, t'as Le pas envie coq. de respecter. Ok. Exactement. Et dans les caractéristiques, donc là, c'est le jeu et le nous, c'est assez caractéristique. Le fait de s'attribuer le mérite, je pense qu'il n'y a rien de pire pour perdre la confiance des personnes qui travaillent pour toi. C'est tu apportes une idée, tu vois, à ton manager, et le Ouais. manager, ensuite, tu vois, au niveau au-dessus, il présente comme étant son idée. Genre là, c'est détestable. Et Moi, je l'ai vécu. typiquement, ah ouais, mais ça, c'est genre le niveau de trahison, le niveau de ressenti, il est énorme. Et après, bah voilà, enfin, tu te mets à dos toute une Rupture personne de par pur confiance ego. totale. Et Ouais, par rupture de pur ego, en confiance plus, totale. c'est que de l'ego. Parce que, tu vois, si tu as quelqu'un dans ta team qui a une bonne idée, tu vois, le fait de le mettre en avant, pour moi, je trouve ça excellent. Typiquement, tu vois, quand Baptiste il parlait tout à l'heure des personnes qui peuvent avoir des bonnes idées dans l'équipe qui font monter un truc, bah, typiquement, lorsqu'on fait une réunion, on dit, bah voilà, il y a un tel qui a partagé cette insight qu'on a trouvé super pertinent avec Baptiste, donc on a décidé de le mettre en place, tu vois. C'est lui qui a eu l'idée. Et bravo pour cette idée, bravo pour cette initiative. Tu sais, le féliciter publiquement. Genre là, par contre, l'inverse parfait, tu vois. C'est que tu vas le valoriser dans le sein du groupe. Lui, il va se sentir respecté, entendu. Et tu vois, il va sentir que, ok, ouais, j'ai ma place dans ce groupe-là. Versus t'approprier son truc. Et ça lui donne envie Ouais, d'aller, de partir, quoi. et on revient sur le même truc, c'est un mauvais manager va engueuler une personne de la team devant tout le monde. Un bon manager va le faire en privé et va récompenser aux yeux de tout le monde. Ouais. Exactement. Ah, c'est vrai. C'est trop bien. D'ailleurs, ça me donne une image, du coup, je la lâche. En fait, un bon manager, si on regarde avec tout ce qui se dit là d'un coup, c'est un mec qui arrose. Et un très mauvais manager, c'est un mec qui cueille. Il les sort. Ah, J'aime c'est bien vrai. ton image. Mais Tiens, du attends, coup, les gars, euh, parce qu'il faut répondre quand même à la question initiale. Oui. Comment on passe une équipe remote. Quoique tu avais déjà donné ta vision là-dessus. Donc, est-ce que tu peux faire un petit récap de ce que tu penses globalement, justement, de ça? C'est vraiment quelque chose de hybride où tu t'adaptes à ce que la personne recherche. Après, c'est Ouais. très différenciant Déjà, du bon remote, il faut une bonne tool stack. Ouais, On a besoin d'outils de suivi, 100%. que ce soit aussi bien du tu côté peux partager CRM un que du peu tes côté tools. communication. Ouais, Ouais, bon, si on on essaie aura de zoomer un petit peu plus dans qu'est-ce que toi tu utilises et que tu trouves pertinent. C'est pareil, nous, on pertinent. aura des petits insights avec Bat.
Forcément, déjà, un bon CRM, c'est une certitude pour le suivi des opportunités, que tout le monde puisse avoir la chance de. Je vais un peu plus loin. Il y aura besoin d'avoir des tools qui sont appropriés à l'équipe. Donc, par exemple, si on prend une sales team, évidemment qu'on a besoin d'avoir un, peu importe en gros, mais au moins un record de call et potentiellement un outil qui permet de passer des appels rapidement. D'accord? Je vais pas faire de pub là, mais il y en a plein, tout le monde les connaît s'il faut. On peut avoir du Ringover, on peut avoir du Aircall, enfin, il y en a plein, on s'en fout. Ok? On sort de la sales team, les autres équipes ont d'autres besoins aussi. Encore une fois de plus, j'essaie de prendre le truc au sens large, d'accord? Une fois que tu as ça, tu as de quoi les aider dans leur performance. Tu as de quoi suivre et de piloter cette performance. Moi, je dirais qu'il faut un bel outil de centralisation de communication pour que tout le monde puisse avoir un niveau d'information, de suivi. Et fédérer en fait une équipe à distance, ça se fédère quand même. Et que ce soit Slack, que ce soit WhatsApp, utilisez ce que vous voulez. Ou que ce soit bientôt le projet que je vais sortir, parce qu'on est en train de sortir un SaaS pour les agences à ce sujet-là. Mais on en parlera parce qu'il n'y a pas encore the outil pour ça. Donc justement, on est venu le faire. L'idée, ça va être de pouvoir être capable d'animer. C'est de l'animation, du management. C'est de l'ambiance, c'est des choses qui doivent se passer. C'est des moments durs où justement, là, le manager doit être présent d'une manière positive et pas enfoncer le clou bêtement. Et tout ça, c'est nécessaire. Donc déjà, si on dézoome, on a déjà besoin au minimum de cette stack-là pour être au moins sur du remote de qualité. Et je dirais aussi une sorte d'intranet 2.0, utiliser au moins Notion pour centraliser l'information, faire passer des messages, faire monter de l'onboarding de compétences ou du ClickUp. Faites ce que vous voulez, mais c'est un peu cette tool stack minimum que je dirais être requise pour que des équipes s'épanouissent en remote. Yes, en fait, tu le vois, au final, on utilise à peu près tous les mêmes outils. Nous, la trinité parfaite, c'est Slack, Notion et nous, HubSpot du coup. Et tiens, la trinité, il y en a un quatrième, c'est iClose pour booker les calls et ensuite, tu vois, le CRM sur HubSpot. Mais bon, encore une fois, il y a plusieurs solutions qui existent. Ouais. Mais tu vois, le Slack, par exemple, Slack versus WhatsApp, que tu as mentionné les deux, moi j'ai vraiment une préférence pour Slack parce que WhatsApp, je considère que c'est là où tu vas parler aussi à tes potes et c'est important de savoir différencier l'environnement pro de l'environnement perso. Et c'est un peu le point faible de WhatsApp qui est un excellent outil de communication en soi, même si tu peux le structurer et tout avec WhatsApp Business, mais je préfère être sur un Slack parce qu'au moins quand tu reçois une notif Slack, tu sais que c'est le pro, que tu le considères pas de la même façon que quand ton pote il te propose d'aller faire une game de Call of, tu vois. Et le meilleur, je t'aime. C'est exactement mon pitch. C'est mon pitch en ce moment. On est en train de faire de WhatsApp My Business, enfin pour du business. Ok. Ouais. Et donc, avoir un Slack. Ce qui est important sur le Slack aussi, parce que Slack, ça peut très vite devenir une usine à canaux inutiles. Notification. D'informations notification et informations qui est dispersée partout. Donc, il faut réussir à comprendre qui est-ce qui est essentiel, qui est-ce qui ne l'est pas. Comment je structure mon Slack de façon à ce que mes équipes puissent être dans le meilleur environnement de travail possible pour allier ce côté créer une bonne ambiance et ce côté avoir accès aux informations utiles rapidement. Deuxième chose, donc le Notion, avoir une database qui est claire et un truc qui est important, c'est que au début, tu vas créer un Notion et au fur et à mesure, tu vas ajouter des trucs dessus. Ce qui fait que tu te retrouves avec une usine à gaz où tu t'es pas rendu compte que beaucoup des choses qui étaient déjà sur ton Notion étaient devenues obsolètes. Donc, refaire de temps en temps un ménage sur ton Notion pour revenir sur les informations essentielles et à jour et supprimer, ne plus rendre accessibles les informations qui ne sont pas à jour pour pas créer de la confusion. Parce que toi, tu as beau te dire, ouais, mais c'est clair, le Notion, je l'ai fait et tout au fur et à mesure, tout le monde sait. Il y en a plein qui vont même pas voir le Notion parce que du coup, tu crées de la friction en ayant un truc qui est beaucoup trop complexe et pas assez user-oriented. C'est vrai. Le Notion, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour tes équipes. Parce que toi, tu les connais déjà tous, tes process. Donc, tu veux faire un Notion pour tes équipes de façon à ce qu'elles puissent avoir accès rapidement et intuitivement et facilement à l'information. Et ça vaut le coup de revenir de temps en temps. Pareil un petit Loom ou un Tela TV quand même pour les sujets asynchrones. Exactement. Loom, ton Notion, il doit être peuplé de Loom. Et de Loom où tu es straight to the point. Parce que c'est facile aussi de lancer l'enregistrement et de divaguer un petit peu. Et au final, une information qui aurait pu être délivrée en 1 minute, tu vas mettre 5 minutes à la délivrer. Donc réussir à faire ce travail-là de synthèse. Et encore une fois, quand tu veux travailler en remote, si tu veux éviter le chaos, plus tu vas proposer quelque chose de chaotique, plus les personnes vont se comporter de manière chaotique. Plus tu vas proposer quelque chose de carré, de clair, de précis, plus elles vont avoir une incentive à se comporter de la même façon parce que tu définis ce standard-là. Ouais, 100%. Exact. Et surtout quand tu manages en remote, il faut absolument un point de contact régulier, soit une fois par jour, soit trois fois par semaine. Mais ça, c'est indispensable pour des équipes sales ou n'importe quelles équipes en soi, que ce soit marketing ou. Faut des rituels. Faut des rituels. Exactement. Rituel, c'est la base. Et ça, avec malus bonus.
Ça, c'est vraiment notre façon de faire avec Monetrize et qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, quand tu as une équipe full remote, si les personnes n'interagissent jamais entre elles, il n'y a pas cette culture de groupe d'entreprise et de on est ensemble qui se crée. Tu as des mercenaires. Tu peux décider d'avoir une armée de mercenaires. Mais une armée de mercenaires, tu vas avoir aussi le fait qu'elles vont être beaucoup plus sensibles au fait d'aller avoir l'objet brillant et d'aller bosser ailleurs, versus si elles se sentent vraiment intégrées dans le groupe avec toi, la fidélité et la loyauté que tu vas avoir va être différente. Comment tu crées cette loyauté à part déjà toutes les bonnes choses que tu proposes dans ton entreprise en termes de culture, il faut que tu aies ces rendez-vous quotidiens où en tout cas, tu as l'opportunité de parler dans le groupe, d'être reçu par le groupe et accepté et validé par le groupe. Nous, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des huddles. Tous les matins, à 8h30 ou 8h45, ça dépend des équipes, tu vois, elles ont chacun leur horaire. On a nos team sales avec lesquels on échange pendant 5 à 10 minutes maximum. Parce que tu veux créer de la cohésion, mais tu ne veux pas créer de la contrainte. Si je demandais 1 heure tous les matins à mes équipes, ça serait casse-couille. Pour eux comme pour moi, tu vois. Faut qu'il y ait des choses intéressantes à se dire. Le fait de prendre ce rendez-vous quotidien, je te demande que 10 minutes. Je leur demande pas d'activer la caméra parce que je respecte le fait que voilà, potentiellement, le mec, s'il n'a pas de call avant 11h, bon bah voilà, déjà, je te fais te lever, je vais pas te demander d'être... tu vois, je pourrais le faire, tu vois. Mais je pense que ce qui fait aussi la qualité d'un bon management, c'est que tu arrives à lâcher du lest quand c'est nécessaire. Le matin, je veux juste qu'il soit présent. Le mec, s'il est encore dans son pyjama en train de boire son café tranquille, ça me dérange pas. Ça marche pas. Donc, ça on marche, fait le truc en audio. Ok. Voilà, on fait le truc qu'en audio, 10 minutes. Comme ça, ils ont ce côté où ouais, on y va, on sait que c'est important. Par contre, ils sont sanctionnés s'ils viennent pas, mais je leur laisse l'opportunité de venir. Venez comme vous êtes. Donc, on échange pendant 5 à 10 minutes sur les informations importantes, feedback de la journée précédente, objectif de la journée. Et tu vois, rien que ça, le fait qu'ils échangent tous, qu'ils partagent leur point de vue, leur opinion, comment tu t'es senti hier. Ouais, comment tu t'es senti hier, c'était quoi les leads? Ok, là, tu as fait une super vente sur ce profil-là, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu as mis en place? Et tu vois, c'est vraiment ce côté où tu fédères. Et un coaching par semaine, évidemment, là, je parle vraiment pour l'équipe sales. Un coaching par semaine de groupe où tous ensemble, on décortique un appel, on est vraiment orienté sur la compétence métier et c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger. Tu vois, ça fait qu'en cumulé sur la semaine, tu as 10 minutes du lundi au vendredi. Allez, on va arrondir, on va dire que ça fait 1 heure, plus 1 heure en coaching de groupe. Ça fait que je leur demande que 2 heures de manière externe à leurs compétences pures, le fait de traiter les appels. Je trouve que c'est raisonnable, tout en ayant le maximum d'impact par rapport à ce qui est mis en place. Il y a des managers qui proposent 1 heure tous les matins à 8h du TAM. Mais non, faut chier ceux-là. Il y a un moment, là, c'est bon, je me retiens tout à l'heure. Ouais. Mais ça, c'est le côté contrôle. C'est le côté obsession du contrôle. Et il faut savoir à quel moment aussi où ça devient trop. Tu vois, quand ça devient too much, tu peux aussi perdre de bons éléments parce que les mecs, ils sont là. Enfin, voilà, j'ai pas besoin de. Pour moi, le contrôle, il doit être obsessif dans le process, tu vois, mais pas dans l'action, dans le rendez-vous, dans le sur. En fait, il y a un moment donné, les gens ont envie d'être autonomes. Je pense qu'on est tous des adultes. Et si tu les manages comme des enfants, t'étonnes pas d'avoir une boîte où tu es obligé de jouer le daron. C'est exactement ça. C'est punchline ce que tu viens de dire là. C'est ça m'arrive souvent. Vraiment punchline. Ah, mais je valide à 2000%. Et c'est un vrai problème, ça, vraiment. La majorité des CEO qui se plaignent de leurs équipes, c'est eux le problème. 100%. Mais tellement, mec. Tellement. En fait, le problème, souvent, c'est que les mauvais managers ne savent pas, parce que c'est dur de s'avouer mauvais manager, donc c'est pas leur faute. On parlait des caractéristiques du mauvais manager. L'accountability. C'est les autres. L'accountability. Il ne va jamais prendre la responsabilité des échecs de l'équipe, ça va être la faute de l'équipe. Alors qu'un excellent manager, il va prendre 100% d'accountability, il va prendre 100% sur lui, ok, c'est de ma faute. C'est toujours ma faute. Soit les mauvais choix, c'est toujours ma faute. Et quand tu pars de ce principe-là, mais 100%. Trop important. Et tu as aussi le truc en mode, t'as pas de problème de business, mais tu as juste des problèmes personnels. Et c'est en fait, qui tu es se répercute dans le business, que tu le veuilles ou non. On revient au scaling humain personnel qu'on avait déjà traité dans d'autres épisodes précédents, mais c'est important de s'améliorer soi-même pour devenir meilleur professionnellement. Comment tu fais pour t'améliorer toi-même? Genre, est-ce que tu as un mentor? Est-ce que il y a quelqu'un qui te suit ou... Ouais. Moi, je suis suivi de malade. Ouais, tout de suite. Oh, la réponse est un peu originale. Mais en psy, c'est ma meuf. Ma femme, frère, elle est là. Elle est là. Je sais même pas comment elle me supporte. Je vous le dis à tous. Travailler en étant mon associé, c'est une épreuve. Il faut être plus caractériel que moi. Parce que j'ai tendance à être ultra obstiné, mais vous le savez déjà. Faut me faire passer des messages, alors que moi, je vais toujours être dans la négation, parce qu'en fait, j'aime bien pousser le sujet à fond. Ça veut pas dire que je crois pas en ce que tu me dis, mais je veux voir si tu y crois suffisamment bien. Tu vois, c'est pas la même chose. Et de temps en temps, il faut me faire fermer ma gueule. C'est dur.
C'est pour ça que j'ai choisi que mon associé soit ma femme. Je suis trop prenant, envahissant pour être l'associé de tout le monde. Inversement, si j'ai confiance en mes associés, je ferme les yeux et je m'en fous. Genre, je m'occupe que de ce que j'ai à faire. Par contre, j'aime pas qu'on vienne empiéter dans mes affaires. Parce que comme je te donne une confiance à 100%, je vais en avoir une à 100% en retour. Si tu m'en donnes une à 80, bah, je vais t'en donner une à 80, mais par contre, je vais te faire chier. Tu vas pas kiffer. Voilà, parce que je me connais, quoi. Tout simplement, avec un peu d'âge. Et donc, on arrive à mieux travailler après, quand on se connaît. Et donc, ouais, comment je m'élève? En vrai, ma femme, pardon, elle vient, elle me fait des, elle me Là, fait des c'est dingueries. révélateur. Oh, le lapsus. Ma mère aussi, elle prenait soin de moi. Tu vois ce que je veux dire, un minimum. Et heureusement, ma femme, c'est ma pote, ma mère, un petit peu sur le côté, elle m'élève, tu vois, faut pas se mentir. D'ailleurs, elle m'élève plus que je l'élève moi. Ouais, 100% réaliste, même si je pense que je l'élève, mais par lien peut-être moins direct. Tu vois ce que je veux te dire? C'est en fait, ce que je fais, ça lui donne des façons de vouloir faire différemment. Parce que moi, c'est plus intrinsèque à des actions. Elle, c'est plus intrinsèque à de la réflexion. Et elle me pousse à comprendre comment je peux devenir meilleur dans tout, le meilleur papa. Déjà, les enfants, ça vous éduque de ouf, hein, vous en aurez, vous comprendrez. C'est forcément meilleur manager. C'est une bonne première chose. Euh, Elle m'aide dans le management quotidien, elle m'aide dans ma relation avec elle, parce que bon, bah, moi, je suis chiant, quoi. Je suis très marrant, etc. Mais je suis chiant, quoi. Je suis relou, j'aime bien faire chier. Mais pour l'amusant, hein. Je suis un, ouais, je suis ce gars très intelligent, mais qui aime bien aller au fond de la classe. Voilà. Je vois très C'est bien le comme type ça que vous d'élève voyez que que je t'étais. suis des barres. Donc voilà. Yes. Et Ah, je vous, c'est quoi partage votre un petit secret ah, pour vous moi, élever? je partage ce côté-là, ce rapport. Genre, ma femme, je la respecte énormément parce que bah, déjà, je la trouve hyper inspirante sur pas mal de points. Et justement, elle m'a tellement challengé dans le bon sens, tu vois, parce que c'est vraiment un partenaire de croissance. Et le point, je pense qu'on peut illustrer tous les deux, c'est ne vous trompez pas sur la femme que vous allez choisir parce qu'elle va avoir Non. un impact immense, la femme ou l'homme, hein, parce qu'on parle à une audience qui peut être des deux côtés de l'équation. Euh, Elle peut avoir un impact, le partenaire de vie a un impact énorme sur la trajectoire de vie et sur comment on évolue personnellement. Tu peux avoir des personnes qui vont te mettre un plafond de verre et d'autres personnes qui vont mettre au contraire un petit peu le feu en bas, tu vois, pour que tu pour que tu t'élèves et Tu tu sais qu'on a décolles. souvent ce Et débat, hein. Je vois beaucoup de gens rater leur vie parce qu'en fait, ils n'ont pas le bon partenaire. Et en fait, ils se forcent à être Ouais. ensemble et c'est des mauvaises choses. ah ouais, grave, c'est trop, trop, trop important. Et bah, je suis hyper heureux, moi, d'avoir fait ce choix de m'engager avec cette femme. Et bah, Marie, si tu écoutes ce podcast, je t'aime fort. Et c'est grâce à toi que j'ai accompli pas mal de choses parce que ces 3 dernières années, 4 dernières années même, l'évolution personnelle que j'ai eue, elle est beaucoup due à la personne que j'avais à mes côtés qui a su à la fois être une écoute attentive pour comprendre un petit peu mes réflexions, tout ça. Et ce petit côté coup de fouet, tu vois, où elle me pousse à devenir meilleur. Et je pense qu'un associé comme un partenaire de vie, quelqu'un qui te pousse à devenir meilleur, c'est la meilleure option que tu puisses avoir pour toi. C'est vrai. Waouh, et avoir quelqu'un qui t'empêche de grandir, qui a peur que tu grandisses aussi, parce qu'il y a ce sujet-là, des fois, où tu vois, si tu grandis trop, la personne, elle se sent mise à distance et elle comprend pas forcément, ou une personne qui est pas à l'aise avec le fait que tu travailles beaucoup. Moi, ça va, elle travaille plus que moi encore. Ma femme, tu vois, moi, j'ai l'impression de Et puis travailler ta plus que ma femme, femme à côté. c'est un bon. Ouais, c'est comme moi. Mais du coup, nous, ce qu'on peut C'est un gros résumer, c'est travail. que ta femme, c'est un bête de manager, quoi. Fallait que je fasse Un... fallait que je fasse la blague, fallait que je fasse la blague. Ah ouais, oui, d'une certaine façon, mais pas manager dans le sens où elle va me dire quoi faire, tu vois. Plus un Ouais, associé, comme même si moi je suis elle pas t'élève. associé directement, on fait pas du business ensemble, contrairement à toi avec ta femme ou sur la boîte vous êtes associés. Mais par contre, dans pas mal de choses, elle me fait me transcender, tu vois. Et je pense Magnifique. pour, tu vois, ouvrir un petit peu aussi à d'autres choses, c'est vrai que quand tu es dans la posture où toi tu es le mentor d'autres personnes, pour pas mal de closers, je suis un peu leur mentor, tu vois. T'as tendance à oublier que toi aussi, tu peux avoir besoin d'un mentor. Et je pense pas avoir rencontré aujourd'hui, en tout cas dans la phase de vie dans laquelle je suis, quelqu'un vers qui, tu vois, je peux avoir ce côté, c'est mon mentor, tu vois. Et j'aimerais bien en vrai parce que je pense sincèrement qu'on en a tous besoin, mais Ouais. plus tu passes des levels, plus tu es exigeant par rapport aux personnes que tu vas accepter comme guide. Ouais.
Ouais, Je 100%, suis comme toi. pareil. J'ai Moi, pas trouvé. Mais je suis pas ouvert. trouvé, mais je suis sûr que ça pourrait vraiment nous aider. Mais tu vois, comment les. Mais c'est En fait, intergénérationnel. Mon mentor, il a besoin d'être plus âgé que moi, tu vois ce que je veux te dire? Et ouais, mais en d'avoir un fait, le vécu. truc, non, mais non, pas forcément, parce que regarde, tu prends Mike Tyson, son mentor, c'était pas le numéro Mmh. un en Ouais. boxe anglaise, tu vois, il éclatait pas des gars comme Mike Tyson l'a fait, tu vois. C'est juste un mec qui était vraiment très doué dans la technicité, dans le fait de regarder, d'analyser un peu les combats, tout ça, et dans le fait aussi d'apprendre à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux avoir une discussion avec un gars qui fait moins de chiffre d'affaires que toi. Pourtant, il va te Oui. donner des conseils ultra percutants. Et c'est juste nous, notre ego, qui nous fait dire que ah ben lui, il n'est pas à ce stade, donc il peut pas vraiment m'aider. Moi, Alors je mets que pas c'est ça pas sur le temps forcément du vrai. chiffre, tu vois. Parce que pour moi, le mentor, il doit être sur mon aspect humain. Parce que c'est ça qui transcende le reste, en fait, même ma boîte. Bien sûr, Et, s'il n'y a et pas j'ai de une fit, tendance à plus oui. respecter naturellement, on va dire, un parcours peut-être plus étoffé. Même Moi, je suis si je d'accord. suis tout le temps à l'écoute, tu vois, genre, je trouve que Baptiste, et je le dis suffisamment, je pense que je commence à le comprendre, il est ultra smart et incroyablement mature. Bah, si tu veux, je peux devenir ton mentor. Ah, Allez. Ah, il y a 50K des de l'heure. sujets sur lesquels, il y a des sujets sur lesquels je pense que c'est intéressant qu'on en discute. En vrai, mine de rien, nous, on s'élève tous ensemble, tu vois, là. On est trois et on Ouais. s'élève, mine de rien, tous ensemble. Je trouve ça grave cool. mais on a cette Mais c'est pas une relation relation de d'égal à mentor. égal. Ouais, Ouais. on a cette relation d'égal à égal. Et en fait, là, aujourd'hui, c'est un peu ce truc-là. C'est que je rencontre plein de personnes desquelles j'ai énormément à apprendre, à tous les niveaux, tu vois. Et c'est super, super de rester dans cette posture-là. Mais je me sens toujours d'égal à égal. Même quand et ça, c'est important de le dire aussi, même avec des personnes qui font peut-être moins de trucs que moi ou autre, je me sens jamais dans une posture de supériorité. Mais au même titre, je me sens jamais dans une posture, en tout cas, si je prends récemment, dans une posture d'infériorité. Et est-ce qu'un mentor, par définition, tu dois avoir cette forme de déférence par rapport à lui et avoir ce côté où, tu vois, c'est le sensei, et donc, du coup, ça t'inscrit un peu dans ce rapport-là, ou est-ce que, tu vois, tu peux avoir cette relation de mentor en te sentant vraiment d'égal à égal? Tu vois, En fait, il parce que faut pour que moi, tu le lui Les fasses mentor, deux, je confiance. pense. j'associe l'idée quand même. Ouais, J'associe un peu l'idée du mec qui en est un peu plus loin, tu vois. Et Le j'associe sensei. l'idée du Ouais, sensei dans voilà. le dojo, tu vois. Genre, tu sais, qui a la longue C'est barbe vrai. comme ça, qui marche avec les mains dans le dos et qui te sort des punchlines, c'est très philosophique et c'est à toi de faire le cheminement de pensée, tu vois. Exactement. Genre, le panda mange le bonbon, mais pourtant, il ne tient pas dessus, tu vois, et tu sais pas ce que ça veut dire. Tu dois réfléchir. C'est intéressant de ouf. Moi, j'en veux un comme as. J'en veux un, il me pousse dans mes Ah, ouais. retranchements, mais il me lâche une punchline et il me dit, allez, casse-toi maintenant. T'as pas compris encore, toi. Ouais. En fait, ça, c'est pas facile à trouver. Non. C'est pas facile à trouver. Genre, tu sais, il y a vraiment ce. C'est des personnes rares, je pense, qui peuvent avoir cet impact-là. Et comme toi, Massy, je pense que si je devais vraiment considérer quelqu'un comme un mentor, il y aurait cette différence peut-être d'âge où le mec a plus de vécu. Donc, il y a un peu, tu vois, ce côté respect des aînés, tu vois, qui opère, tu vois. Peut-être c'est générationnel, parce que tu vois, on a le même constat, Baptiste beaucoup moins. Et c'est vrai que nous, on a un constat ouais. générationnel. On est dans la même génération. Et peut-être qu'on a ce besoin-là par rapport à la façon dont on a évolué dans nos temps. Baptiste, je pense, tu vois, il est peut-être moins là-dedans. Les jeunes, ils sont moins Mais là-dedans. c'est D'ailleurs, ils sont plus exactement ce ouverts que que nous. j'allais dire. C'est que moi, quelqu'un de plus âgé, en fait, toutes les personnes plus âgées que moi qui m'ont dit par le passé, fais ça, fais ça, fais ça, bah en fait, c'était des choses qui, pour moi, n'avaient pas de sens parce que nouvelle génération, nouvelle manière de penser, nouvelle manière de faire du business, et je ne serais pas en mesure aujourd'hui de me dire, enfin, si, tu vois, si la personne est vraiment smart, qu'on a un fit humain, etc., ça peut être très intéressant. Mais pour moi, genre, par exemple, je vais faire une parallèle à la con, mais c'est un mec de 19 ans ou 20 ans qui gère 80 000 euros de mon portefeuille crypto, tu vois. Genre, c'est un mec de 19 piges. Et je fais plus confiance à un mec comme ça qu'à un banquier de 55 balais qui a de la bouteille, qui sait bien me parler, qui a un costard et qui va me serrer la main, tu vois. Genre, J'espère je qu'ils m'en n'ont pas fous tous de vu qui tu l'épisode es. précédent. Non, non. Mais je m'en fous de qui tu es, tu vois. Mais faut Mais que ça c'est file, faut intéressant. que le mec soit smart. Moi, dans ce que tu dis, Baptiste, j'en retire une leçon. Je dirais qu'en fait, on a besoin En fait, je pense que c'est un sujet qui est très lié à ton état d'avancement à un certain âge, en fait. Peut-être qu'en fait, il faudrait qu'on ait des mentors plus jeunes et des mentors plus vieux et des mentors de même âge. Je pense qu'en fait, vu que c'est très... C'est bizarre, tu vois, mais la jeunesse, elle est plus fougueuse par naissance. C'est comme ça. On est tous plus fous quand on est jeune. En tout cas, plus prêt à prendre des risques et on est dans une situation où, en tout cas, on a une façon de penser qui peut
amenée à prendre plus de risques et qui est intéressante à confronter à des personnes plus âgées. Des personnes plus âgées elles vont être plus enclins à prendre moins de risques, souvent, ou en tout cas des risques plus mesurés par naissance. Et je trouve qu'en fait, c'est peut-être l'équilibre de ces deux mondes. En fait, je veux pas un mentor. Je pense qu'il faut plusieurs. Voilà. J'ai appris quelque chose grâce à toi. T'es mon mentor d'en bas. De plus jeune, hein, Mais pas oui, d'en bas, dans le mauvais mais sens. Hein. en soi, en fait, tu as besoin d'un mentor de différents âges, mais aussi dans différents secteurs. Genre, par exemple, je peux prendre un mentor, j'ai un coach sportif qui me suit et c'est vraiment que pour le sport. Oui, Je peux voilà. avoir T'as des un verticales. coach crypto qui va m'aider, un coach business, mais pour l'instant, un coach business, je vois pas, c'est bizarre, hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un mec où je me suis dit, ok, let's go, j'adore ce gars, why not, tu vois. Tu sais, bah, je pense que t'as certains domaines où l'expertise est plus facile à fake et parfois un peu moins palpable. Tu vois, un coach sportif, bon, par rapport aux résultats qu'il a, ça se voit. Un mec qui fait de la boxe, par exemple, t'arrives à voir si c'est boxé ou pas, tu vois. Après, parce que peut-être que c'est un truc que je connais un petit peu, mais j'arrive à me dire, ok, ce mec-là, il est chaud et tu vois, mec, il était triple champion du monde, tout ça. Ok, ce mec-là, d'office, je ferme ma gueule, peu importe ce qu'il me dit, il est beaucoup plus qualifié que moi pour savoir ce que je dois faire. Ouais. Donc, ce mec-là, tu vas avoir un transfert de respect qui va être assez évident. Sur le business, des fois, tu as des mecs où c'est très nébuleux. Ou alors ils ont réussi, mais ils ont réussi tu sais, sur des modèles qui sont un petit peu. Il a Côté vendu son valeur. propre programme. Tu sais, c'est genre tu sais, un peu ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui. Tu as des mecs qui sont coach business, mais ils n'ont réussi qu'en vendant aux autres le fait de faire du business. Et tu sais, un mec qui a réussi parce qu'il a monté, je te dis une bêtise, un mec qui monte Cordonnier sa bien franchise de chaussé, salle quoi. de sport. Ouais, Ouais. genre qui a une vraie expérience où je me dis, tiens, ce mec-là, c'est pas du flan. Là, je vais pouvoir le respecter parce qu'il va pouvoir m'apprendre des trucs de ouf. Mais certaines fois, tu as des mecs qui vont peut-être avoir atteint de beaux chiffres, mais à travers un business qui est un petit peu, comment dire, un peu, je sais pas, je saurais pas trop dire, tu vois, mais oui, Mais ça, c'est pas du tout je le perds le même fil de ma pensée. business model. Non, mais je vois très bien. Et il y a aussi le truc Non, à mais je vois grave. l'inverse où, par exemple, j'avais donc c'était mon maître de stage, je sais pas comment on appelle ça, mais du coup, j'étais stagiaire dans une entreprise de préparation mentale et je faisais du media buying quand j'avais 18 ans. C'était quand j'étais en école de commerce. Et en gros, je gérais ses ads et tout. Et je lui dis, ok, ben là, il faudrait que tu mettes un funnel, il faut que tu mettes en place Calendly et tout, parce que j'utilisais déjà à l'époque ce genre de logiciel. Et je lui dis, ouais, il faut que tu mettes ça, le truc. Il me regarde, il me fait, oh, attends, t'as 18 ans, toi. T'as fait quoi dans ta vie? Je dis, ouais, ben, je sais pas, je suis des formations et tout, je teste. En fait, le mec, du par, je sais pas, son âge ou son expérience ou n'importe quoi, ne n'accepte pas ce que je lui dis, mes conseils ou ma stratégie que j'aimerais lui, tu vois, lui partager. Genre, le mec C'est son n'a problème rien à à la foutre. nouveauté, peut-être. Ouais, ben moi, tu vois, Ouais, c'est le un jeune, ce problème que je vais à la chercher, c'est ça. C'est de casser les codes. Et chez un vieux, ce que je vais chercher, c'est de timorer. Ouais, parce que je pense que là, et ça, c'est indéniable, la, les marchés évoluent et la personne qui a la meilleure prise de température sur le marché, c'est toujours un jeune par rapport à un vieux. Ouais. Tu vois, quand j'étais coach à l'époque, il y avait un des clients qu'on avait dans la salle de boxe où je faisais mon stage, qui avait un label, tu vois, ou une maison de disques, je sais plus, mais il était dans la musique et tu vois, c'était quelqu'un qui signait des gros artistes. Et il disait, en fait, pour savoir si j'allais signer un artiste, très souvent, je le faisais écouter à mon enfant. Il avait genre 12 13 ans. Et s'il me disait que c'était qu'il kiffait de ouf, bah, je savais que c'était un bon pari parce que, tu vois, la jeunesse a un thermomètre de ce qui va marcher, de la tendance qui est beaucoup plus affûté que ceux qui sont plus vieux, qui sont plus dans le coup vraiment. Et il me En disait, vieillissant, des tu fois, te donc pour déconnectes de confirmer plus en mon plus du jugement, vrai monde de la conso, quoi. En fait, t'es moins exactement, dedans. Ok. exactement, pour tout un tas de raisons, tu vois. Et je pense que la jeunesse a ce côté où elle sent venir les choses, elles annoncent la prochaine vague, et que parfois, tu vois, des personnes qui vont être trop conservatrices, peut-être parce qu'elles vont avoir comme référentiel que les choses qu'elles ont déjà connues. Et dans un monde qui est mouvant, en fait, il faut avoir cette capacité à pouvoir envisager la nouveauté, les choses que tu n'as pas anticipées. Il y a sur certaines choses, ce sera vrai. Sur d'autres choses, tu vois, tu auras forcément tort. Ouais, tu le vois avec TikTok, par exemple. C'est utilisateurs très jeunes qui ont commencé à utiliser ça. Et certains, bah, les mecs de 30 ans, ils se disaient pas, bon, bah, moi, je vais aussi aller sur TikTok. Genre, c'était impensable il y a, je sais pas combien c'était, il y a 3 ans, 4 ans.
Même un peu plus, non? TikTok, c'est quoi? C'était avant le Covid, non? C'était Ouais, 2019? c'était De toute façon, avant le là, Je sais Covid. pas. en Ouais. vrai, si on regarde bien, ça suit bien la courbe de l'adoption, tu vois. Sur n'importe quel marché, les early adopters sont souvent plus jeunes, innovateurs aussi compris. La majorité de ceux qui adoptent facilement sont plus jeunes que vieux. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter la jeunesse et pas être dans une position d'ego où tu dis, Et On a moi, à apprendre j'aimais de tous, bien quoi. ce que tu as partagé juste avant. En gros, tu disais, ouais, donc les jeunes, ils ont cette capacité de capter quand est-ce qu'il y a vraiment une vague au niveau du marché. Et j'étais au restaurant il y a un an avec un pote. Alors, histoire folle, il a une entreprise qui est valo à... Ah d'ailleurs, je pourrais l'inviter à ce podcast. Je sais plus s'il est à Bali encore. Mais sa boîte, elle est valo à plus de 100 M, un truc comme ça. C'est du porno IA. Voilà. Et, tu m'en avais parlé de ce mec. Il l'a lâché d'une non, mais, part. non, mais j'adore ce gars. Vraiment, j'adore. Il est très simple et tout. Mais je crois que je vous avais déjà expliqué le truc. Genre, en gros, ils Non, ont non, tu nous des as parlé que de la interviews. Thaïlande la dernière fois avec des Ah ping-pong. merde. Non, mais je t'avais pas dit. En gros, il a. Genre, il faisait une soirée avec. Enfin, il a organisé une soirée dans une magnifique villa à Bali et tout. Il nous invite. On arrive à 20h30 et on voit, il est toujours pas là. Donc, on rentre et tout. Il y a son pote qui nous accueille, tout ça. Il descend au bout d'une heure et demie, alors que nous, on était en pleine soirée. Voilà. J'avais ramené un cigare, d'ailleurs, qui était dégueulasse. Et en gros, donc, il descend. Il dit, bon, j'étais en appel avec le directeur de Pornhub. Ils étaient en train de discuter pour avoir un encart publicitaire, tu vois, sur Pornhub. Enfin, des trucs un peu what the fuck, genre. Euh, et ce que je disais, donc, ouais. Donc, on était au resto il y a un an. Et lui, dans sa vie, ce mec, il a fait plusieurs coups. Il a fait des NFT, il a gagné des millions. Il a lancé des cryptos, il a gagné des millions. Il a lancé Sweetspled avec les influenceurs et tout. Comment ça s'appelle? Kendall Jenner et tout, qui faisait les ads et tout. Les influenceurs. Il a gagné des millions. Et à chaque fois, et il me dit, vraiment, c'est un pattern. C'est juste time to market. Et genre, ça m'est resté dans la tête, ce truc, où en mode, OK, il faut que... En fait, genre, une fois Le que tu as fait du momentum est cash, plus important que l'idée. ouais, c'est ça. C'est être en capacité d'être vraiment rapide, d'arriver sur un marché. Mais je trouve ça vraiment extrêmement dur. Genre, depuis qu'il m'a dit ça, parfois j'y pense et tout. Et je me dis, comment tu peux arriver sur un time to market parfait, tu vois? Et lui, à chaque fois, tous ses coups, il a gagné des millions. Et c'était juste du time to market Ouais, il faut avec avoir un du flair cash de fou. forcément à investir au début Faut le sentir. et une espèce de rapidité, flexibilité de malade. Je pense que ce type d'opportunité, là, aujourd'hui, on serait beaucoup plus en capacité de les saisir qu'il y a peut-être, en tout cas, je parle pour moi, 2, 3, 4 ans, parce qu'on a des connaissances transversales en termes de marketing, de vente, de psychologie de marché, tout Oui. ça, ce que j'ai aujourd'hui que j'ai pas avant. Donc, s'il y a des tendances, si j'arrive à les détecter, je serais plus en capacité de les saisir qu'avant. Maintenant, il faut réussir aussi, en termes d'allocation, de focus et de ressources, être très à l'écoute de toutes les opportunités qui peuvent arriver peut engendrer un défocus sur l'activité que tu as principale et que tu cherches à scale. Et du coup, ce défocus peut entraîner aussi une perte de vitesse dans ta croissance ou autre, et ce syndrome de l'objet brillant. Donc, Ouais. c'est un truc Ouais. particulier où il faut être. Tu vas avoir une oreille qui traîne, mais pas y prêter trop attention. Et quand tu sens qu'il y a la bonne opportunité, les bonnes personnes, le bon projet, savoir se lancer dessus. Mais je trouve que c'est assez difficile parce que le risque de défocus est quand même très grand. Ouais, En Et le fait, risque de jusqu'à que tu aies focus et le fait risque ton de perte. patrimoine, tu ouais, peux pas être trop focus sur des time to market. Qu'une fois que tu as un truc qui marche, tu dois le penser à fond. Et après, peut-être, tu pourras faire que du time to market, tu vois. Peut-être, c'est comme un Ouais, parcours, tu vois. mais c'est C'est ça. time Après, to tu market, vois, pour moi, c'est le côté, tu sais, c'est comme quand tu veux faire de l'equity après, c'est que tu es déjà bien établi. En gros, tu c'est es, ça. très, très détaché de l'opérationnel sur tous les business que tu as et les assets que tu as. Et Mais en il est mode toujours pour connecté. t'amuser, tu te dis, tu es toujours connecté, tu discutes, et là, tu te dis, tiens, ce truc-là, vas-y, je vais saisir cette opportunité-là. Mais Sauf que genre, là, pour moi, c'est tu devs limite ton du. projet, t'as un M, tu vois. T'es pas en galère. Ouais, ouais, Et t'as un ouais, background, t'es ouais, tranquille. ouais. exactement. Mais Mais c'est tu as ça, presque la mais posture d'un VC, je trouve, sur ce truc-là. Ouais, je suis 100%. grave En d'accord. fait, le truc, c'est que, tu vois, quand il me partage tout ça et tout, il me raconte sa success story, genre, c'est magnifique et tout. Le mec reste humble, il est grave humain, enfin, gros fit avec lui. Et je sais pas combien de fois il s'est foiré, tu vois, avant. Combien de centaines de milliers d'euros il a investi dans un projet qui a complètement échoué.
Parce que s'il fait que des time to market, genre il en a fait 3, les 3, enfin, ça a vraiment généré des millions, des centaines de millions. Donc force à lui, enfin bravo, tu vois. Mais combien de cash il a dû investir sur des projets qui ont complètement fail, tu vois. Parce que time Et ça, to il market partage égale pas. frappe, égale force de frappe aussi, tu vois, en fait. Si tu veux être le meilleur de ton time to market, il faut que tu aies plus de force de frappe que les autres qui ont flairé le time to market. Ouais. Et c'est son réseau à Dubaï qui a fait que il a réussi à avoir les meilleurs développeurs, soit sa trésorerie, évidemment. Ouais, ça En fait, rejoint dès ce qu'on qu'il se a disait. entendu l'opportunité porno IA, genre le mec, il a laissé tous ses projets de côté, il s'est enfermé comme un porc pendant 3 mois à rien faire, pas sortir, rien, et il y allait, mais comme un fou. Il a investi, je sais pas, direct, dès le day one, avec son associé, ils ont investi 300 000 euros. Tu vois. Genre, t'es Ouais, là, voilà. ok, faut y aller, quoi. Force Ouais, de faut avoir une force frappe, de frappe quand même. et en fait avoir déjà eu un ou deux projets qui t'ont mis bien pour être tranquille et arriver à faire des. En fait, faire des bracos, bah, faut déjà que tu aies ce qu'il faut pour aller faire le braquage. Ouais, En gros, exactement. Et nous on est surtout, sur là, une ce qui est bijouterie et intéressant lui, aussi, lui, il est chaud quoi, il braque la Banque d'Espagne. ouais, lui, c'est la Casa des Papel, là. Et Ouais. le truc qui est intéressant aussi, c'est que il a déjà des connaissances peut-être pour faire des. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as déjà un peu un background, tu as déjà tenté de lancer ta première appli ou ton premier SaaS, tu as déjà travaillé avec des développeurs, donc tu as déjà un background qui fait que quand l'opportunité va se présenter, tu vas pas tomber dans les pièges dans lesquels tu serais tombé si c'était la première app ou le premier truc que tu voulais lancer. Donc ça va donner une vélocité supplémentaire dans le fait de saisir cette opportunité. Donc je pense qu'il y a, il Ouais. y a, il y a ce côté où comme tu as l'XP, tu sais que le modèle marche, tu appliques juste ce modèle à une nouvelle tendance. Et donc, du coup, tu Ouais. as la vélocité au démarrage qui te permet de te démarquer. Tu vois, là, par exemple, moi, je kifferais lancer un SaaS, mais je sais que, comme je ne l'ai jamais fait, bah, on va forcément passer par des écueils. Même si je fais le truc en no-code, on va avoir des soucis. Donc, s'il y a une opportunité de fou qui se présente, bah, je serais moins à même de la saisir maintenant que si je lance mon premier SaaS. Ça marche ou ça marche pas, on s'en fout. Mais derrière, je sens qu'il y a une autre opportunité. Bah, je peux réappliquer un peu tout le process, la méthode qu'on a mis en place sur le premier avec tous les patchs correctifs et Ouais. directement beaucoup plus facilement saisir la prochaine, tu vois. Ouais. Exactement. Non, il faut de l'expérience et c'est bien ce qu'on fait, c'est que tous les jours on est sur le terrain, on travaille, on prend de l'XP. Genre en un an, vraiment, parfois je fais des récaps. Genre en ce moment, je fais du journaling avec ChatGPT et c'est Antoine BM qui donne cette méthode et je trouve ça super sympa. Donc tu vas raconter ta vie à ton meilleur pote et il va vraiment apprendre à te connaître à 100%. Et en fait, là, je me dis, genre, ok, je fais un récap tous les matins de ce qu'on a accompli en un an d'agence sur l'agence monétaire. Genre, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Dans 5 ans, on sera où, tu vois? Et cet XP qu'on prend va nous amener vers d'autres opportunités au fur et à mesure. Et Ouais. si on ne fait pas de time to market maintenant, on en fera peut-être plus tard, tu vois. Et Les gars, on se posera tous tranquille autour d'une table, en train de regarder et se dire, oh, il y a un petit time to market là. C'est une Tu mets combien, question de Mathis quelques années. Mathis, tu peux pas mettre un petit M là-dessus, là, je le Les sens bien, gars, là. je mets un petit M. William et Mathis, vous êtes chaud? Ouais, allez, on la teste celle-là, on avait rien à faire. On avait rien à en faire de ce M de toute façon. Allez. mec, Ah, c'est Oh, possible, on hein. a... Là, tu Eh les gars, rigoles, mais c'est c'est possible. enregistré. La vie de ma mère que quand on le fait, je veux qu'il y ait un feedback parce qu'on va le faire, c'est sûr. Je me connais, moi je m'arrêterai ouais, pas. ouais. C'est juste une question de temps. D'ailleurs, les gars, ah ouais, je vais vous partager ça juste avant qu'on cut. J'ai comme objectif cette année, tu vois, l'année dernière, c'était l'année du cash flow. C'est-à-dire que c'est l'année où on a commencé à faire un peu de sous avec BAT. Donc, j'ai pas une strat d'investissement qui était en place. Donc, je me suis fait un peu plaisir. Après, j'ai eu des frais, tu vois, j'ai eu mon mariage, tout ça. On a fait les choses bien. Mais tu vois, cette année, je me suis dit, OK, là, le côté je m'amuse avec mes sous, c'est terminé. On se focalise sur une vraie strat d'investissement. Et j'ai participé à une conférence d'un gars que j'ai rencontré lors d'un dîner là, avec d'autres entrepreneurs à Lyon, qui s'appelle Roman Payet. Et très intéressant, il a une méthode d'investissement qui s'appelle la méthode Trident sur des actions à dividendes avec. Enfin, je l'ai trouvé super intéressant. En gros, il évalue que sur des critères qualitatifs les boîtes sur les fondamentaux. Et c'est de l'investissement long terme, mais il bat le S&P 500, tu vois, année après année. Parce que, tu vois, c'est un portefeuille avec un taux de risque assez maîtrisé. Et je me suis dit, tu vois, ça me parle de ouf. Et on parlait de mentor tout à l'heure. Lui, je pense que ça peut être quelqu'un que je considérais comme un mentor sur l'investissement. Ouais. Parce qu'en l'espace de très peu de temps, il a réussi bah, tu vois, à se mettre bien. Là, il a 1 million qui est investi. Et sur son million qui est investi, il a 3 000 euros de rendement purement passif tous les mois qui tombent, tu vois. 3000, c'est que Mais dalle, hein, ça fait 3%, hein, Oui, c'est ça fait 3. horrible.
En Ouais, dividendes, ça fait sans trop. compter la valorisation du portefeuille. C'est vraiment juste des dividendes qui tombent. Ah, en dividende pur. 3%, mais du coup, il prend combien? Enfin, en gros, les investissements sont réinvestis et c'est juste des dividendes qu'il prend à côté. Quel est le taux Non, en d'intérêt, tu fait, vois? il a une valo. En fait, c'est comme quand tu fais. Si tu le fais d'habitude, tu vas te verser tes thunes à la fin de l'année et tu vas faire un mouvement fire. Tu vas te dire, allez, je me prends 4%, comme ça, blablabla. OK? Lui, c'est l'inverse. Tous les mois, il gagne 3000 balles, mais son portefeuille, il prend aussi de la valo. Exactement. En fait, les 3000 balles, c'est de ce que j'ai compris. Après, tu vois, je ne veux pas dire de bêtises au cas où j'interprète mal l'information, mais que en gros, il se sort 3000 balles de manière 100% passive avec la valeur de son portefeuille qui continue d'augmenter année après année en battant le S&P 500. Et ce qui fait que là, Ah, entre guillemets, ok, donc tu vois, c'est très. En gros, si il bat le S&P 500 sur, je sais pas, sur un an, donc il bat, je sais pas, les en termes de valo, 9% en termes de valo sur son portefeuille, et en plus de ça, il prend 3K par Là, mois c'est de chaud. 100% c'est ça. passif en dividende, ça c'est très Parce fort. qu'il en Parce investissement que de de dividendes base, qui reverse. ouais, parce que Ouais. de base, les investisseurs, ce qu'ils font, c'est ils investissent, je sais pas, quelques millions. Ensuite, au bout d'une année, ils font une plus-value, je sais pas, de Il retire. 10%. Sur un M, ça fait du coup 100K. Et après, ils retirent ces 100K qui leur fait vivre tout le lifestyle pendant l'année, en fait. Mais du coup, j'aimerais bien connaître cette subtilité. Est-ce que c'est vraiment Ah, des moi aussi. dividendes et en plus de ça, d'avoir la performance de 10% par an? Et dans ce cas-là, ça serait magnifique. On lui posera la question. On l'a en call dans une semaine là. Ouais, 100%. Oh, Ouais, ça intéressant. Et m'intéresse trop. très intéressant, très smart. Et en fait, le mec, il a tellement poncé le sujet, il a pondu une application qui a tout un tas de critères, tu vois, pour évaluer les fondamentaux des actions. Il met ça à jour toutes les semaines, et là, il va mettre ça à jour tous les jours. Et en gros, avec sa stratégie, tu vois, tu arrives à dégager des rendements intéressants tout en ayant des actions, tu vois, genre, tu n'achètes pas des actions sur le marché secondaire, des trucs très pipés à haute volatilité. C'est vraiment une strat qui est sur la santé de la boîte. Il participe aux visio des actionnaires pour savoir qu'est-ce qui passe au board, etc., etc. Donc c'est super intéressant. C'est une vraie strat. Je t'enverrai le lien, Massy, si tu veux, pour regarder un peu ce qu'il Ah, fait. bah, de ouf. Mais ça me parle. En fait, la vision qu'il a dans le cadre de son investissement me parle. Tu Ah, moi aussi. Bah, s'il est capable de verser de la dividende qui est reversée, enfin, ce qui est reversé par. Enfin, c'est incroyable. Il est trop chaud. vois. Ouais. Et qui prend Et la valeur à bah, côté, écoute, il est vraiment très, très chaud. ouais. Ouais. Écoute, j'espère que j'ai pas dit de conneries. Tu vois, on lui redemandera. Ouais, c'est pas grave. Et, On et pour on les, a je lui compris. De fais, toute façon, je c'est lui pas fais une pub. toi qui le fait. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Exactement. Je lui fais une pub. Allez checker ce qu'il propose sur YouTube. Là, c'est vraiment cool. Ok, Super. messieurs, bon, on a fait un épisode un peu plus long que d'habitude, c'était très intéressant. Merci à tous les deux pour les insights que vous avez partagés. Je pense que là, on a été bien au bout du thème sur l'aspect management, tout ça, donc il y aura pas mal de valeur, je pense, pour ceux qui veulent écouter. Si vous avez des questions, encore une fois, les gars, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On regarde ça très attentivement et encore une fois, vos questions sont traitées avec grand plaisir. Là, on a commencé sur ce sujet-là parce qu'un mec m'a envoyé un DM par rapport à un podcast qu'il a écouté. Donc, n'hésitez pas à faire de même et à le faire en dessous de la vidéo. Ok, les mecs? Yes. Passez une bonne Bonne journée journée. à tous et on se dit à Yes. Ciao, ciao la bientôt. team. Ciao tout le Ciao. monde.